Bon, hello, hello, bonjour à tous. On est très content d'être là pour la quatrième fois. Ça, c'est formidable. Quatrième émission. Et aujourd'hui, en guest star, on reçoit Alexandre Héroux. Salut Alexandre, comment vas-tu? Ça, ça va, ça va. J'espère que tout le monde va bien aussi. Eh ben, écoute, on le souhaite. On est à J moins quelque chose d'un déconfinement prochain. Tiens, petite question avant de commencer, parce que tu es en Suisse. Ouais. Ça déconfine? Ça a déjà déconfiné? Ça déconfinera? Mais en fait, c'est un peu spécial la situation de la Suisse dans le sens où les personnes en elles-mêmes n'étaient pas vraiment confinées. C'est-à-dire que les gens pouvaient sortir chez eux. Ils partaient du principe que les gens étaient assez responsables pour pas se coller les uns aux autres. Et il y avait par contre que les salles qui, elles, effectivement, ont fermé. Avec le souci, c'est que la plupart des associations louent des salles dans des écoles qui elles-mêmes dépendent de la ville. Donc voilà, on est en train de parler un petit peu du déconfinement, dont le Ouais. même genre de conditions que la France, à savoir, nous, c'est pas plus de 4 élèves, 2 mètres de distance, pas de contact. Donc, ça va limiter un petit peu les accès. Et aussi, on a les mêmes problèmes que la France pour tout ce qui est en milieu clos, c'est-à-dire du moment où il y a une activité dans un milieu fermé, une demi-heure entre chaque cours, avec des infections à chaque fois, Ah, ouais, c'est ça. etc. Donc, en gros, on revient à l'ancienne, c'est-à-dire on prend nos sticks et puis on va dans les parcs et on va s'entraîner là-bas. C'est plus efficace. Vous avez cette option que nous, on n'a pas encore. Mais bon, bientôt, C'est ça. j'espère. Bon, après cette petite introduction, donc je vais vous annoncer un petit peu le programme de cette matinée. Donc aujourd'hui, on a essayé avec Stéphane, que je salue, salut Stéphane, Salut tout le monde. on a essayé un nouveau format, un peu plus magazine, c'est-à-dire que on accueille Alexandre pour qu'il va nous parler de trois thèmes. Le thème principal, c'est l'enseignement des arts martiaux philippins aux enfants. Donc ça, on y tenait beaucoup parce qu'il a une grande expérience en arts martiaux philippins et Yosekan Budo. Tu vas nous raconter tout ça. Tu t'occupes aussi d'un championnat de stick fighting à Genève tous les ans. Donc tu nous en parleras et on verra s'il est toujours maintenu ou pas. Donc on laisse planer le doute. Hein. L'attention est à son comble. Et puis aussi, tu es responsable du site internet FMArt, que peut-être certains connaissent, peut-être certains ne connaissent pas. Donc, on va mettre un petit coup de projecteur dessus pour nous parler de tout ça. Et peut-être en fin d'émission, je dis peut-être parce que la vie c'est comme ça et le direct c'est des aléas. Stéphane, tu nous présenteras un livre de Mark Wiley. Peut-être. On dit peut-être, mais si vous restez jusqu'à la fin, vous verrez si ce peut-être est bon. Donc, un livre de Mark Wiley, donc ça, c'est une de tes références, Stéphane? Oui, c'est un grand classique et je pense que n'importe quel pratiquant déjà, mais voilà, c'est vraiment un classique. Par contre, voilà, c'est en anglais, donc, mais voilà, je vous en parlerai 5 minutes tout à l'heure. Bon, très bien, tu nous le feras en français peut-être pour. Exact. Et puis on a un grand plaisir de recevoir aussi, bon, à distance, Raimundo Sifo du Warriors Eskrima à Charleroi, Belgique, qui nous a offert en fait une mini classe privée. Stéphane, tu peux nous en dire un petit peu quelque chose? Oui, alors moi, donc Raimondo, il est instructeur en Warriors Eskrima, donc ça c'est le style dont le chef de file est Krishna Godania, que tout le monde connaît de réputation. C'est quelqu'un qui a vraiment une très grande réputation. Moi, Raimondo, je l'ai rencontré plusieurs fois quand j'allais faire des stages en Belgique. Et c'est vrai que maintenant, Raimondo, ça va faire un paquet d'années qu'il est là-dedans. Donc, pour moi, c'était intéressant aussi que voilà, les gens puissent le rencontrer. Et donc, on a choisi de lui proposer un format sous forme de mini-classe pour qu'il puisse vous présenter quelques éléments du CIBAT, donc le bâton long des arts martiaux philippins. Et moi, je suis ravi parce que Raimondo, c'est vraiment quelqu'un que j'ai perçu comme étant avant tout un passionné. Et c'est vrai qu'au FMA Live, les passionnés, on aime ça. Donc, moi, je suis ravi qu'il soit avec nous sur cet épisode. Et puis, c'est la première fois aussi qu'on aura cette mini-classe. Donc, si vous avez un bâton à peu près jusqu'au plexus solaire, hein, c'est ça, Stéphane? Ouais. Donc, Un on manche à parle balai. de 1,20 m à peu près, un manche à balai. Vous dégagez un petit peu tout ce qu'il y a dans votre salon. Et si vous avez la chance d'être en extérieur, c'est encore mieux.
Et puis voilà, on se retrouve d'ici une petite dizaine de minutes avec Alexandre Leroux qui va nous parler un petit peu de son parcours des enfants Stick Fighting FM Art. Donc on vous dit à tout à l'heure et on vous laisse avec Raymondo. C'est à toi Raymondo. Bonjour Gaston, bonjour Stéphane, bonjour FM Live, ici Réchifort en Belgique, instructeur Warriors Eskrima, et aujourd'hui je vais vous montrer quelques techniques de bâton long, également appelées Sibat. La première chose que je vais démontrer, ce sont les principaux grips utilisés dans ce système. Il y en a essentiellement 3. Le premier grip est appelé grip normal. Il consiste à saisir son bâton à la façon d'une épée longue médiévale. Une main, la main droite en l'occurrence, étant positionnée au-dessus de la main gauche. L'écart entre ces deux mains peut être laissé à la libre appréciation de chacun d'entre vous en fonction de votre feeling. Le deuxième grip est quant à lui appelé grip inversé. Il consiste à tenir le bâton comme une pagaie. Et enfin, le troisième grip peut être appelé grip médian. Il consiste à saisir le bâton de cette façon, ce qui crée 3 sections. Le premier exercice que je vous propose de faire consiste à choisir chacun de vos grips, le premier, le deuxième et le troisième, et de les associer à un déplacement. Pour débuter, je préconise un déplacement appelé le triangle latéral à droite, qui consiste à garder la jambe droite fixe, qui est la jambe avant, alors que la jambe gauche, qui est la jambe arrière, va avancer et reculer de façon en alternance. En ce qui concerne les frappes, nous allons commencer en utilisant certains patterns simples que l'on peut utiliser également au bâton court. Le premier pattern que nous allons utiliser est le Ikis, que tout pratiquant d'arts martiaux philippins connaît très bien. Le deuxième pattern que nous allons utiliser est le Ocho Ocho, qui consiste en des frappes ascendantes, diagonales ascendantes comme ceci, qui peuvent se faire soit au niveau des côtes ou un peu plus haut au niveau de la tête. Le troisième pattern que nous allons utiliser est le Redondo ou la frappe circulaire. Je vous en fais une rapide démonstration pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore. Ok, de profil. Le pattern suivant consiste en une pique à l'abdomen, pique remontante comme vous pouvez le voir. Okay. Et enfin, le dernier pattern consiste en une pique latérale au niveau de la tempe. Il existe 2 modalités différentes pour accomplir chacune des frappes. La première modalité est appelée grip fixe, alors que la deuxième est appelée grip fluide. Je vais en faire une démonstration avec le premier grip. Lorsque on effectue une frappe, si le grip est fixe, la position des mains ne va pas changer. Voilà, comme ceci. Ici, je me trouve en position ouverte. Lorsque je vais me retrouver en position fermée comme ceci, vous voyez que les mains ne bougent pas de position. C'est pour cette raison que le grip est dit fixe. Lorsqu'on effectue une frappe en utilisant le principe du grip fluide, par contre, lorsque je passe d'une position ouverte à une position fermée, la main droite vient se situer en dessous de la main gauche
Et lorsque je repasse de position fermée à position ouverte, cette fois-ci, la main droite revient en position initiale. 1, 2. En ce qui concerne maintenant le mouvement Ocho-Ocho, le pattern Ocho-Ocho, c'est exactement la même chose. Lorsque vous voulez effectuer un Ikis grâce au deuxième grip, cela va donner quelque chose comme ceci. Si vous voulez ajouter de la puissance dans vos frappes, évidemment, il faut mobiliser tout le corps et surtout bien tourner les hanches. Nous allons à présent effectuer un Ocho-Ocho avec le deuxième grip qui donnera plus ou moins ceci. Remarquez le croisement qui intervient au niveau des bras. En ce qui concerne le troisième grip, si l'on effectue un Ikis, cela donnera à peu près ceci. Et pensez bien à utiliser tout votre corps et particulièrement vos hanches pour ajouter de la puissance. Le Ocho-Ocho donnera à peu près ceci. Nous allons à présent démontrer cela avec des déplacements. Afin de développer votre fluidité, je vous propose d'exécuter le Ocho-Ocho, soit avec un grip fixe ou avec un grip fluide, que la main droite se trouve au-dessus ou en dessous, peu importe. Essayez un petit peu toutes les combinaisons possibles pour voir celle qui vous convient le mieux. Et je vous proposerai ici de ne pas travailler tant sur la puissance, mais sur la fluidité. Ce sont des trajectoires, des frappes rectilignes, et je vous demanderai de les arrondir à la fin de chaque mouvement pour pouvoir justement créer un 8 couché. Donc voilà, j'effectue ceci au niveau des côtes. Pour commencer, faites-le à vitesse de croisière et ensuite vous pouvez accélérer un peu la manœuvre. Si vous effectuez ceci au niveau tête, vous obtiendrez ceci. Deuxième exercice de fluidité que je vous proposerai à présent consiste en 3 frappes. Ce sont les frappes 6, 7, 8 du système Warriors au bâton long. Je vais vous les démontrer au bâton court d'abord. Cela donne plus ou moins ceci. Frappe en revers sur la clavicule, pique au niveau de la tempe et frappe circulaire redondo. Encore une fois, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Si nous utilisons le bâton long, nous obtiendrons ceci.
propose de terminer avec un exercice qui récapitule un peu tous ceux qui viennent d'être faits et consiste en une frappe diagonale, coup droit, revers, frappe ascendante en 3, frappe ascendante également en 4, mais cette fois-ci au lieu de passer outre la cible, c'est-à-dire au lieu de frapper en wittic, en laptique plutôt, nous allons frapper en wittic, c'est-à-dire le bâton va s'arrêter en bas. Je recommence. 1, 2, 3, 4. Nous allons ensuite faire une frappe circulaire. Ensuite, nous allons effectuer un revers, une pique à la tempe et à nouveau une frappe circulaire. Nous allons recommencer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Dernière fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Nous allons à présent faire ça au bâton long. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle vous aura donné des pistes de travail. Si c'est le cas, n'hésitez pas à retravailler les exercices, à vous amuser avec et surtout prenez soin de vous. Alors, ça y est. Merci Raimundo, merci, c'était formidable. Moi, personnellement, j'ai pété la moitié de la maison. Bon, j'espère que ça vous a plu. On essaiera de recevoir Raimundo dans un prochain numéro ou dans une autre formule où j'espère nous déplacerons un jour, n'est-ce pas Stéphane? Bah, on a beaucoup de. Enfin, la scène des arts martiaux philippins en Belgique, elle est très active. Hein, donc, effectivement, ça pourrait être un prétexte pour aller boire une bonne bière et aller manger des spécialités belges. Donc, oui, ça pourrait être, rien que pour ça, ça peut valoir le coup d'aller là-bas. Ça, c'est bien. Ce que je vous propose, parce que bon, le temps est comme ça et que tout d'un coup, les choses peuvent changer. En fait, vu qu'on a un petit doute sur nous, pour vous dire, être plus ou moins transparent, le déroulé, non pas sur notre invité, Alexandre, et on est très content de t'avoir, c'est juste sur les dispositions des thèmes. Donc, on va demander à Stéphane, si tu es d'accord, Stéphane, de nous faire la revue de... En fait, non, je peux la faire en fait après. Ah, tu peux? Ouais. It's very good? Voilà. Bon, super. On avait peur un petit peu. Donc, formidable. On présente maintenant Alexandre Héroux de Geneva, Geneva One Point, comme disait à une certaine époque les Jeux sans frontières. On est très content de te recevoir. En préparant cette émission, on a, enfin moi en tout cas, Stéphane te connaissait déjà, j'ai rencontré un passionné, mais total, tu vois, genre il met une claque à la moitié des gens que je connais. Très engagé et voilà, on est très content de te recevoir sur un thème qui est très peu abordé, c'était l'enseignement aux enfants. Qui peut paraître un peu anecdotique et qui, je pense, est très important. Bon, pour multiples raisons, pour moi personnellement, parce que j'ai des mômes, et comme je te disais, j'ai beaucoup de mal à leur faire, voilà, à les faire participer, partager ma passion. Ils me regardent souvent avec des grands yeux. Donc, je te laisse la parole, Alexandre. À toi, Stéphane. Très bonne interview à vous. Et moi, comme d'habitude, je rapporte les questions de Facebook vers la surface.
Ok, bon, salut Alexandre. Voilà, Salut. le parcours d'Alexandre, on l'a déjà donné en introduction. Alexandre, tu as commencé les arts martiaux gamin, c'est ça, judo, voilà. Ensuite, Yosekan Budo, arts martiaux philippins. Et donc, moi, je t'ai rencontré, je pense que j'ai fait ta connaissance au milieu des années 2000-2005 sur des forums, puis c'est vissé. Mhm. Et après, on s'est rencontrés au premier festival des arts martiaux philippins en 2007. Et C'est ça. il y a une constance chez toi, c'est que tu es un passionné. Comme dit Gaston, tu mets une claque à la moitié des gens qu'on connaît. Passionné. Donc ça, c'est bien, on aime bien ça. Moi, la première question que j'ai envie de te poser, c'est succinctement, hein, on ne va pas refaire tout ton parcours, mais comment tu es venu à enseigner aux enfants? Bah, en fait, ça remonte à l'enseignement aux enfants, ça remonte assez loin de ça. Comme tu dis, j'ai commencé gamin quand j'avais 5 ans par le judo, comme, je pense beaucoup de pratiquants, y compris chez les gens qui font, des arts martiaux philippins maintenant. Et j'ai continué pendant une bonne dizaine d'années et du coup, quand je commençais à être ado un petit peu, ben, le prof me prenait de côté en me disant: «Tiens, les petits, vas-y, tu t'occupes de leur faire l'échauffement. Tiens, tu t'occupes de faire ci. Tiens, t'encadres la partie, shiai, enfin la partie compétition un petit peu, combat, tu t'en occupes» et cetera. Donc il me filait de plus en plus de choses à faire et puis, j'y ai pris du plaisir parce que je me suis rendu compte gamin qu'en fait, ben, le fait de devoir expliquer quelque chose à un gamin, même une connerie, sur l'échauffement, bah, si toi-même tu l'as pas compris, bah, c'est un peu dur à transmettre, quoi. Et comment je fais pour revenir à l'essentiel un peu pour le transmettre, la pédagogie à avoir, et cetera. Et j'ai trouvé ça assez intéressant. D'accord. Même, Donc c'est à l'adolescence, en fait. voilà, c'est là que j'ai Voilà. commencé. Et après, du coup, bah, quand j'ai commencé à donner des cours adultes, quelques années plus tard, avec un peu plus de bouteilles, dans d'autres arts martiaux, bah, assez naturellement, enseigner aux enfants, ça me paraissait un petit peu une évidence, quoi. D'accord. Bon. Alors, Oh, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce qu'on a, parce que finalement, moi, je n'ai pas en tête ces chiffres, mais est-ce qu'on a quelques chiffres sur la pratique des arts martiaux et sports de combat chez les enfants? Est-ce qu'on sait à peu près combien ça représente est-ce qu'on a des petites Commencer à donner statistiques des cours pour se rendre adultes, compte? ouais, quelques années plus tard, avec un peu plus de on se rend compte en fait dans la plupart des fédés, assez naturellement, sportifs ou non, d'ailleurs, la part des enfants est un truc super important. Et avant justement un peu de rentrer dans ces Alors, chiffres-là, vu qu'il y en a quelques-uns comme ça que j'ai de tête, ce qu'il faut pas oublier, c'est que l'apprentissage physique, on va dire, ça fait partie du développement humain, chez aussi bien d'ailleurs chez nous que chez tous les autres mammifères. Les gens, ils ont besoin, tu regardes des chats quand ils sont gamins, ils se foutent des torgnoles, les chiens, pareil, j'ai des chiens, ils sont tout le temps en train de jouer ensemble. L'apprentissage physique, c'est quelque chose qui est important pour comprendre et pour apprendre, quoi. Ça te permet de découvrir ton environnement, ça te permet de découvrir tes limites. C'est vraiment un truc qui est ancré en nous, dans nos gènes. Sur trois aspects tout bêtes, hein. De manière individuelle, déjà, tu essaies de battre ton grand frère, tu essaies de courir plus vite que lui, tu essaies d'être meilleur que l'autre, etc. Et donc, il y a déjà un truc là-dessus. Dans la confrontation à l'autre, au niveau duel aussi, bah, s'opposer à quelqu'un, tiens, je vais te mettre la tête par terre, machin, enfin bref, tous ceux qui sont pas enfants uniques ont connu des petits moments comme ça, ou même dans la cour de récré. Et après aussi de manière collective, c'est-à-dire que être avec des gens et faire des choses ensemble pour être meilleurs ensemble, un parcours où il faut passer des obstacles, il faut se tirer les uns les autres, etc. C'est quelque chose qui nous parle, quoi. On n'a pas forcément besoin ouais, de donc, l'apprendre. limite, là, le chiffre que tu nous donnes, c'est que 100% des gamins, à un moment donné, alors c'est une proportion plus forte chez les garçons, finalement, même sans être dans un club, par nature, on est tendance à un peu se chamailler, à se C'est lutter. ça. Donc, d'accord, donc on va dire que Ah, on démarre tous. après, c'est ça. Après, si tu veux des chiffres un peu plus précis, au niveau du judo, par exemple, donc, que j'ai pratiqué, le pourcentage des gamins de moins de 14 ans, c'est 70% à peu près des pratiquants, ou 70% pour mes amis suisses. Si on prend les jeunes de moins de 20 ans, on a 80% des licenciés en judo. Donc les autres sports, c'est à peu près pareil. En escrime, c'est 55% chez les moins de 14, enfin, ont moins de 14 ans et 70% ont moins de 20 ans. En karaté, je crois que c'est 50-50, c'est à peu près 50% pour moins de 14 ans et une soixantaine de pourcents de moins de 20 ans. Et si tu prends même sur d'autres sports, tu vois, là on parle un peu plus arts martiaux, mais peut-être d'autres sports, par exemple au niveau du rugby, bon alors plutôt le rugby à 13, on va dire rugby à 15, c'est un peu plus pour les adultes, mais le rugby à 13, c'est 90% c'est des gamins en fait, enfin, c'est des jeunes et des ados, quoi. Ouais, sachant que je pense que chez nous, on doit être plus proche du 0,5%. C'est ça. Bon, les disciplines plus jeunes. Okay. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on va essayer un peu de rentrer
enseigner aux enfants. Qu'est-ce que les enfants viennent rechercher? Quelles sont leurs attentes quand ils viennent chez toi ou dans un club d'arts martiaux? Quelles sont leurs attentes, les enfants? Pourquoi ils viennent? Bah, le truc qu'il y a, et c'est là où c'est rigolo, je repense à votre phrase au dernier live qui disait effectivement on est venu pour la bagarre, on est resté pour là, c'est que ce qu'il faut bien comprendre, et je pense que beaucoup de gens ont du mal à comprendre aussi pour ça, de gens qui commencent un art martial quand ils sont petits, puis ils arrêtent ensuite quand ils sont un petit peu plus grands, c'est que les enfants n'ont pas du tout les mêmes attentes que leurs parents, et leurs parents n'ont pas du tout les mêmes attentes que nous, professeurs, on attend un petit peu au niveau des enfants. Donc il faut bien faire le distinguo, c'est-à-dire que l'enfant, alors à l'adolescence, ça commence à changer un petit peu, mais vraiment, quand on est à l'âge le plus jeune, on va dire premier âge, deuxième âge, quoi, jusqu'à la puberté en gros, les enfants, ils sont dans l'immédiateté. C'est-à-dire que si tu leur commences à leur parler de self-défense, de musculation, de choses comme ça va pas leur parler. Mais alors, vraiment pas du tout. Eux, ils sont là pour trois trucs, s'amuser, transpirer et être avec les copains, en gros. Et quand je dis être avec les copains, c'est autant passer du temps avec des gens qu'ils aiment bien que faire partie d'un groupe, se sentir fort dans le groupe, se sentir avoir un rôle, etc. C'est quelque chose, ils sont toujours dans l'aspect direct. Donc eux, s'ils viennent à un cours et qu'ils s'amusent pas, qu'ils s'embêtent, ce qui arrive dans beaucoup d'arts martiaux, pardon, nous quand on était jeunes, on était tous en seiza, la main sur le pantalon, on bougeait pas, on fermait nos gueules, on attendait. Tu fais ça à des gamins, maintenant c'est un peu plus fréquent. Ils vont pas rester. Au bout d'un moment, ils vont se faire chier. On va dire à leurs parents à la fin de la saison, enfin encore quand ils ont de la chance de finir la saison, ils veulent arrêter, ils veulent se barrer. Pareil, un cours où ils vont jamais transpirer, ils vont pas se défouler du tout. Ils vont sortir de là, ils vont pas forcément non plus être bien, quoi. Donc ça, c'est vraiment au niveau des enfants, faut voir que le gamin, lui, il veut passer du temps, etc. Sauf que le parent qui l'inscrit et qui l'emmène, lui, il n'a pas du tout ces attentes-là, généralement. Un peu le défouler, ça peut lui faire du bien pour le calmer, qu'il soit un peu plus calme à la maison. Pareil, pour qu'il gère aussi un peu mieux ses émotions, malgré tout, du fait qu'on est quand même, on va des fois un petit peu à la filoche aussi, les gamins, voilà, ils prennent des coups, ils pleurent, ils sont pas contents, etc. Résultat, assez rapidement, ils ont quand même une meilleure gestion de leurs émotions, ça fait bien aux parents. Eux, ce qu'ils veulent aussi, c'est tout ce qui va être améliorer leur confiance en eux, développer un peu les capacités psycho. La plupart du temps, le parent, donc lui, il va se dire, ah là là, mon enfant, je veux qu'il ait une vie plus saine, en gros, si je devais résumer, c'est-à-dire, voilà, qu'il soit qu'il soit plus apte à utiliser son corps, etc. Donc lui, il a ça dans cette tête-là, et c'est pour ça que la démarche commerciale, si je peux appeler ça comme ça, que nous, on va devoir faire de promotion, c'est surtout dans un premier temps pour les parents, c'est pour que les parents aient envie de franchir la porte de la salle, mais une fois que le gamin est dans la salle, il faut qu'on s'adresse au gamin et il faut qu'on oublie un peu ce côté justement, c'est bon, le parent a fait le premier boulot, ils nous les ont emmenés, maintenant on va s'amuser et puis on va leur apprendre des trucs, ça va être cool, parce qu'il y a aussi les attentes du prof, parce que ça souvent on n'en parle pas, on parle de répondre aux parents ou aux enfants, mais au niveau du prof, nous qu'est-ce qu'on veut quand si un gamin il vient, quelque part on a un petit peu envie qu'il fasse des progrès au cours de l'année, quoi. Si à la fin de l'année on le rend dans le même état qu'on l'a récupéré, qu'il a rien appris, etc. C'est pas très gratifiant pour un prof, quoi. Au même titre d'ailleurs que changer de chaque année, d'avoir une série de gamins que tu revois pas l'année d'après, etc. C'est super pénible. Quand un gamin qui était là depuis 3-4 ans, je me souviens dans ma salle, moi j'ai un gamin qui on l'a eu à, moi je dirais peut-être 5-6 ans. Maintenant ça me les assistants. Maintenant il est adulte, il donne les cours, etc. On le rend dans le même état qu'on était là, il a une pause à l'adolescence, un petit trou, on l'a un peu moins vu comme c'est pas très gratifiant dès qu'il a commencé à être un peu d'ailleurs qu'un adulte, on va dire, on l'a vu revenir et maintenant il est hyper autonome. Ça aussi pareil, quand un gamin qui a envie de tes gamins, tu sois pas en train de faire de la garderie, parce que pour beaucoup de parents, c'est un peu ça, c'est je me débarrasse de mon gamin à 1 heure, 6 ans, maintenant ça me les assistants. Maintenant il est adulte, il donne les cours, etc. On le rend dans le même état qu'on était là, il a une petite pause à l'adolescence, un petit trou, on l'a un peu moins vu comme c'est pas très gratifiant dès qu'il a commencé à être un peu d'ailleurs qu'un adulte, on va dire, on l'a vu revenir et maintenant il est
hyper autonome. Ça aussi, pareil. En tant que prof, tu as envie de tes gamins, tu ne sois pas en train de faire de la garderie, parce que mes parents, c'est un peu ça. Je me débarrasse de mon gamin à 1 heure, 6 ans. Maintenant, ça mes assistants. Maintenant, il est adulte, il donne les cours, etc. Ça fait il y a de l'écho. et là, il va s'y pose à l'adolescence, un petit trou, on l'a un peu moins vu, comme c'est très, très gratifiant dès qu'il a commencé à être un peu, d'ailleurs, un jeune adulte, on va dire, on l'a vu revenir, et maintenant, il est hyper autonome. Ça aussi, pareil. En tant que prof, tu as envie de tes gamins, tu ne sois pas en train de faire de la garderie, parce que mes parents, c'est un peu ça. Je me débarrasse de mon gamin à 1 heure. Non, t'entends, ouais. Maintenant, ça mes assistants. Maintenant, il est adulte, il donne les cours, etc. Ça fait Oui, il y a de l'écho. et là, il va s'y pose Oui, oui. ouais, pareil aussi. On l'a un peu moins vu, comme c'est très, très gratifiant. Ouais, très bien. D'ailleurs, un jeune adulte, on va dire, on l'a vu revenir, et maintenant, il est hyper autonome. D'accord, mais on peut reprendre là où on était, non? Ouais, ouais. Non, on peut pas. Ok. J'étais juste en train de parler un petit peu aussi des profs, comme on disait, parce que l'idée aussi pour nous, c'est que ça soit agréable pour nous de donner des cours, qu'on soit content d'être avec nos gamins. Et du coup, au niveau des attentes, comme je disais, nous, on attend à ce que les gamins fassent quand même des progrès, qu'ils aient une certaine forme d'autonomie, éventuellement qu'il y ait un partage entre les gamins aussi, qu'ils puissent échanger sans qu'il y ait ça. Et puis après, simplement juste du respect, quoi. C'est-à-dire qu'ils écoutent qu'ils écoutent le prof, qu'ils respectent les règles, qu'ils soient pas en train de se foutre sur la gueule dès qu'on tourne la tête. Donc ça, c'est des petites attentes qui vont être aussi quelque part à prendre en compte après dans une manière d'enseigner, quoi. Ok. Moi, j'ai quand même l'impression, d'une manière générale, que les jeunes enfants, de par le fait que c'est souvent les parents qui les amènent dans des disciplines, en tout cas quand ils sont si jeunes, j'ai l'impression que les gamins, en fait, ils arrivent un peu par hasard. S'ils devaient arriver chez toi en Cali, j'ai toujours l'impression que par hasard, que soit les parents, soit, je sais pas, ils sont venus avec journée porte ouverte, ils ont vu, ah tiens, pourquoi pas. Et en quoi le Cali, il peut répondre à cette attente, en quoi ça peut répondre aux différentes attentes que tu as citées. Ça, c'est clair, c'est un truc que j'ai du mal à comprendre. Enfin, non, je le comprends dans le sens où je pense que beaucoup de professeurs, l'enseignement aux enfants, c'est pas forcément un truc qui les intéresse, mais pour ceux que ça intéresse, on a une capacité de séduction, on va dire, aussi bien auprès des parents que des enfants, qui est juste assez incroyable. Nous, dans notre salle, c'est à peu près 20% enfants, 20% ados, 20% adultes au niveau de la répartition. Et quand j'essaie de regarder un petit peu les avantages, on va dire, qu'on peut avoir au Cali par rapport à d'autres disciplines, c'est-à-dire même d'autres arts martiaux, hein. On a des karatékas dans notre dojo, on a des judokas aussi. Et quand je regarde un petit peu, moi, je vois pas mal d'aspects positifs. Et le principal, on va dire, pour les enfants, c'est-à-dire ce que eux perçoivent comme ça du premier coup, c'est le côté ludique. Le gamin, tu lui donnes un stick dans les mains, ça y est, il se prend pour un chevalier, un Jedi, un samouraï, ça y est, il est à fond partant. Je le vois à chaque fois que je fais des initiations, t'as pas fini de distribuer les bâtons, t'as déjà ceux du bout qui sont déjà en train de se foutre sur la gueule avec. C'est un truc, c'est fun, quoi. C'est vraiment, c'est un côté qui est très très fun. C'est aussi, comme malgré tout, sportif, parce que comme les enfants, tu vas être obligé de simplifier la technique. On en parlera tout à l'heure dans la partie comment on enseigne, mais comme tu peux pas avoir un niveau de complexité tel que tu pourrais l'avoir avec des adultes, tu es obligé de les faire beaucoup bouger, de les faire répéter les mêmes mouvements, etc. Du coup, il y a un côté très très sportif qui est assez crevant par rapport à d'autres formes d'escrime. C'est aussi super varié. Parce que là, on a le simple stick, mais tu peux avoir aussi, on l'a vu tout à l'heure avec le cibat, mais tu peux avoir des armes plus longues. Les gamins, tu peux leur faire, moi je leur fais travailler aussi parfois au nunchaku pour qu'ils aient des sensations de travail. On sort un petit peu du Kali, même s'il y en a quand même un petit peu dedans, mais on a un petit truc pour la dextérité, ce qui fait que les cours, tu peux vraiment les rendre très 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 variés. Et puis salut le chien. Et puis tu as un côté aussi très créatif avec ça, parce que tu leur fais, moi ce que j'aime beaucoup faire en fin de cours, par moment quand je vois que c'est en train un peu de s'enflammer, ouais, je vous présente Tango, et c'est que tu prends les gamins, tu les assois, t'en mets un au milieu, tu les fais faire un carenza.
tu mets un peu de musique, il s'amuse, c'est retour au calme, il fait son petit truc, tac, 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 il travaille, tout le monde regarde, et puis chacun passe après, et puis les autres disent, ah, moi j'ai bien aimé ça, ou ah, ça j'ai moins aimé, etc. Donc ça les D'accord. encourage un peu entre eux, et puis c'est un petit Ok. côté fun. Et puis surtout, bon, ça c'est le côté, on va dire, le côté un peu séduction, mais si on est sur un côté un peu pragmatique au niveau de l'enseignement, ça reste comme une discipline qui présente peu de risques, malgré le fait qu'il y a des armes. D'accord, parce que ce que j'allais te dire, c'est que je pense qu'effectivement, tout le monde intuitivement a compris, parce que ceux qui ont des enfants le savent, c'est que s'il n'y a pas d'amusement et ce côté ludique, le gamin, jusqu'à même à l'adolescence, des fois j'ai l'impression que c'est compliqué, mais effectivement, le ludique est super important. Mais effectivement, est-ce que quid du risque lié à la pratique qui pourrait freiner les parents? Donc toi, comment tu gères cet aspect-là? Parce qu'on est quand même une discipline, vu de l'extérieur, il y a des armes, on pourrait se dire, oh là là, il va se blesser. D'abord, quel secteur, toi, tu as choisi d'enseigner aux enfants? Et Bah, comment tu gères ce facteur risque, quoi? Comment alors c'est facile déjà, par exemple avant l'adolescence, et encore une adolescence on va dire bien marquée, moi je fais aucune clé aux enfants. C'est-à-dire on fait des fois des désarmes, des choses comme ça, aucune clé articulaire. Pour deux raisons toutes cons, c'est que celui qui l'a fait la clé a souvent moins de contrôle et risque d'y aller un petit peu trop brusquement, et celui qui la reçoit souvent n'a pas fini sa croissance, le cartilage n'est pas encore bien formé, etc. Et il y a tellement, on va dire, de choses vastes au niveau de la richesse de notre travail que tout ce qui est clé, j'évite. Après, en fonction de la salle, pareil, il y a des fois les projections, les amener au sol. Bah, si on est sur du parquet, pas de souci, on n'en fait pas. Il n'y a pas de problème, on va faire des armes, on va faire des choses comme ça. Les amener au sol vont être des petits bonus. Donc, je vais adapter, on va dire, je vais enlever un peu tout ce qui peut être vraiment dangereux. Parce qu'en soi, la discipline peut être pratiquée. Tu prends deux gamins, tu t'adaptes, c'est-à-dire tu prends des sticks mousse, même un petit peu durs. Hein. Ça peut être des sticks, un plastique assez dur avec de la mousse autour, pas forcément un truc Chambara qui est un vrai chewing-gum, mais tu peux prendre des armes relativement dures et qui sont malgré tout ont une suffisamment grande souplesse, on va dire, pour pas risquer que les gamins se blessent avec eux. Tu interdis aussi, tu peux interdire les autres coups, par exemple, les trucs, tu interdis les frappes au poing, les coups de pied, etc. Donc en fonction des gamins, après, quand tu les as en plus petits groupes ou quand ils commencent à être plus grands, tu peux commencer justement à rajouter les clés, rajouter les choses. Mais déjà, les gamins, juste les frappes, les blocages, les désarmes, les choses comme ça, il y a tellement de choses à faire ça peut vraiment être une discipline qui peut être pratiquée avec un risque minimal, quoi. D'accord. Et alors, moi, je me pose la question, dans la démarche des parents, est-ce qu'il n'y a pas une volonté de contribuer au développement de leur enfant? C'est-à-dire que le ludique, oui, mais avec de l'éducatif. C'est ça. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure qu'il fallait séduire d'abord le parent qui amène l'enfant. Enfin, le séduire, c'est même pas une opération de séduction, c'est lui expliquer un peu notre discipline. Et après, dans les faits, avec le gamin, se défouler avec lui. Parce que au niveau des parents, les discours qu'on a souvent quand on parle du Kali, mais c'est les mêmes qu'on a pour les adultes. C'est-à-dire, on va expliquer que on va avoir quand même le développement d'une dextérité fine qu'on va difficilement trouver dans d'autres disciplines. Et avec la nouvelle génération, plus des enfants qui sont beaucoup devant des écrans, devant des tablettes, dans des choses, c'est-à-dire qu'ils vont moins écrire, ils vont moins dessiner, ils vont moins peindre des activités manuelles qu'on faisait avant, qui font moins, bah là, ils peuvent retrouver une certaine forme de dextérité euh, dans ce qu'ils pratiquent, c'est-à-dire à la fois dans le maniement du bâton, dans des choses un petit peu sans importance. C'est con, j'ai pas le gamin là avec moi aujourd'hui, mais le grand, je lui ai offert un balisong, un petit traîneur tout bête, et il est tout le temps en train de jouer avec. Quand il s'ennuie, il a dans les mains, il fait des trucs dont je suis incapable de faire d'ailleurs, il s'amuse, ça pigeon, il le rattrape derrière. Et voilà, je lui ai montré 2-3 trucs de base, après il a regardé sur internet d'autres trucs. Ah, mais là, c'est vraiment, tu sais, c'est un balisong avec une lame alu qui est pas du tout coupante et tout. Et il s'amuse. C'est ça. Donc là, tu vois, ils s'amusent avec ça. Ils ont une amélioration comme ça au niveau psychomoteur qui est hallucinant, quoi. Pour travailler l'ambidextrie, il est tout le temps sur sa main gauche. Après, enfin, il est sur sa main droite, je le vois ici sur sa main gauche. T'as pas mal de petites choses comme ça. Donc, ça bosse aussi beaucoup la mémoire, la concentration. Bref, toutes ces petites choses qu'on peut faire. Et puis, l'avantage aussi pour les enfants que tu peux expliquer aux parents, c'est qu'il n'y a pas de risque pour eux parce que tu vas suivre le développement de l'enfant. Le gamin, au tout début, tu vas lui mettre des armes légères en mousse, machin, et puis plus ça va aller, plus tu vas prendre des armes lourdes, des choses comme ça, qui va lui faire un petit peu de musculation là-dessus. Et puis, le dernier truc aussi, souvent, quand ils parlent, eux, un peu, voilà, ça reste comme très ancré.
Parce que si tu fais des arts martiaux, il y a le côté un peu justement bagarre et self-défense, etc. On l'a vu avec votre live d'hier que c'est des conceptions qui sont très larges et les personnes, chacun a un peu sa vision du truc. Mais ça n'empêche que le parent, quand il emmène son gamin à ça plutôt qu'au ping-pong, il a bien ce truc-là. Donc on va quand même, malgré tout, même si c'est fait sous forme ludique, les mouvements qu'on leur apprend, c'est des vrais mouvements qui peuvent être des réflexes de protection, des choses qui peuvent après lui servir. Donc le parent, s'il voit que le gamin, à la fois on améliore sa dextérité, tout son développement psychomoteur, qu'en plus on va lui ancrer des réflexes de défense dessus et en suivant, en respectant, on va dire, sa croissance et en l'aidant à tout ce qui est musculation et compagnie, ben, le parent il est convaincu, quoi. Voilà. Donc en fait, je pense que si on devait déjà à ce stade ressortir deux, trois idées, il y a la nécessité quand même de convaincre, on va dire, les parents et à un moment donné l'enfant aussi, puisque l'enfant, il a dit, s'il s'ennuie, il ne restera pas. Le ludique qui doit être au centre quand même du projet, parce que le gamin à cet âge-là, effectivement, il aime s'amuser. Et il faut aussi que les parents puissent se dire que ça va contribuer à son éducation. Ouais, c'est ça, surtout qu'il y a un aspect qu'on n'a pas évoqué, c'est aussi justement tout le côté social. Parce que tu as le fait que les gamins bossent ensemble, ça reste un art martial, même s'il y a une partie qu'on peut faire seul, c'est quand même quelque chose qui se fait beaucoup à deux. Donc on est quand même beaucoup dans la coopération. Quand on fait du drill, même quand on essaie d'accélérer le drill à fond, on commence à rajouter des tricks, des pièges, des petites choses en plus, bah, tu es quand même dans un travail de collaboration plutôt que vraiment de compétition l'un par rapport à l'autre. Donc il y a ce travail qui est dessus. Dès que tu commences à travailler, à faire des mass attaques un petit peu, moi j'adore faire ça avec les gamins, t'en mets au milieu et puis les autres qui doivent lui taper dessus, tu as un travail de collaboration, de stratégie d'équipe qui doivent aussi se mettre en place, où tu fais équipe contre équipe, et puis plus ça va aller aussi, plus tu vas lui faire prendre des responsabilités aux gamins. Moi, quelque chose que je fais quand des fois je donne des cours dans des petites salles, bah, tu fais des groupes de 3 élèves, tu en as 2 qui combattent, un qu'arbitre. Il les sépare, il les remet en place, non, c'est moi qui ai dit ça, machin, il les refond. Donc il y a aussi tout cet aspect de développement social qui est très très présent, en plus de toute cette partie technique dont on a déjà parlé. Ouais, mais je pense que le maître mot, c'est que si demain il y a des personnes là qui nous écoutent et qui veulent avoir une démarche d'enseignement aux enfants, je dirais que la démarche, elle est quand même très construite et on va pas pouvoir transposer un apprentissage qu'on a eu dans un cadre de cours d'adultes à un cours d'enfant sans avoir, je dirais, fait une réflexion et une formation spécifique. Moi, je pense que c'est ce qui ressort déjà de cette première partie. Alors, si on rentre un peu maintenant sur l'aspect, là on a vu les attentes, qu'est-ce que ça pouvait apporter, etc. Si on rentre dans l'aspect comment apprendre aux enfants, alors déjà, et la réponse sera courte, intuitivement, on est d'accord que la pratique d'un enfant, elle n'est pas identique à celle d'un adulte. Je veux dire, j'ai l'impression que c'est vraiment, c'est pas du tout le truc. Alors, mais je dirais même que, est-ce qu'il n'y a pas une différence en fonction de l'âge? C'est-à-dire un jeune enfant, très petit, 2-3 ans après, et puis jusqu'à l'adolescence. Est-ce qu'il n'y a pas une segmentation aussi à l'intérieur de ça? Clair. Il y a d'ailleurs au niveau de, c'est clair, déjà le premier truc, c'est qu'effectivement, un enfant, c'est pas un adulte en miniature, c'est-à-dire le même, il est juste plus petit, alors on va faire une arme plus courte et on va lui apprendre les mêmes choses, ça c'est clair, ça va pas marcher. Et après, effectivement, il y a en Suisse, par exemple, ils ont un truc qui s'appelle Jeunesse et Sport, qui est vraiment pour le coup tout un truc qui dépend du gouvernement, où ils ont un programme où ils essaient d'expliquer à la fois au niveau psychologique, au niveau émotionnel, au niveau physique, en quoi les enfants sont différents des adultes, mais surtout, comme tu disais là, en quoi les enfants sont différents d'autres enfants. Donc, on va souvent classer. Bon, c'est très variable, on va dire. Moi, le côté académique, on va dire, est très segmenté. Je suis un petit peu plus fluide, on va dire, dans la catégorisation. Je me rends compte que c'est pas aussi net que ça. Mais on va effectivement définir le premier âge, l'enfant, donc il va avoir, on va dire, de 5 ans jusqu'à ses 9 ans, on va dire, à peu près, où là, effectivement, tu vas avoir un gamin qui est pas capable d'être attentif plus de 10 minutes. C'est même vraiment s'il est intéressé, etc., qui a toujours besoin de bouger, son corps, il est toujours, on les voit, les gamins 5-6 ans dans la rue, ils marchent pas, ils sautent. Ils sont toujours comme ça. Ils sont pas capables juste d'être stables, de marcher. Leur corps, il a besoin. Ils ont un plaisir à l'action, au mouvement,
qui est génial et qu'il faut que nous, on en profite, quoi. Ils sont à un âge où ils ont besoin de bouger. Alors qu'à l'adolescence, après, ce serait plutôt l'inverse. Mais quand ils ont ce petit truc-là, ils ont envie d'expérimenter, ils ont envie de tout ça. Mais à la fois, au premier âge, ils sont aussi très égocentrés. Parce qu'ils ont toujours connu, eux, leur petit univers. On le voit même dans les familles, quand il y a un petit frère, une petite sœur qui arrive, à cet âge-là, c'est pas toujours facile à gérer. Ils sont toujours vachement centrés sur eux-mêmes. Ça, vraiment, le premier âge, c'est voilà, c'est la pile électrique qui pense qu'à lui, qui oublie ses copains, etc. Donc, eux, évidemment, le cours va être un petit peu différent des enfants un peu plus grands, ce qu'on appelle le second âge. Moi, je mettrais, ils le mettent pas forcément toujours comme ça, mais moi, le second âge, je le définis entre à peu près entre 8-12 ans, on va dire, avant la puberté, et ouais, vers 8 ans, certains mettent jusqu'à 10, mais bref. Là, c'est des gamins qui déjà peuvent se concentrer un petit peu plus. Tu peux avoir leur concentration pendant, allez, une vingtaine de minutes à peu près. Ils aiment toujours autant bouger, hein. C'est des enfants jusqu'à une douzaine d'années, ils sont à fond dans le mouvement, mais tu peux les faire s'asseoir et t'écouter. Tu peux les mettre en seiza, expliquer un truc pendant un petit moment, etc. Ça commence à marcher un petit peu mieux. D'ailleurs, un truc, statistiquement, alors pareil, je déteste ces généralités-là, mais statistiquement, les filles sont plus rapidement dans le second âge. C'est-à-dire qu'elles, vraiment, dès 8 ans, tu peux les faire s'asseoir, tu peux les faire écouter. C'est beaucoup plus facile. Moi, je vois dans mes cours, à chaque fois, d'ailleurs, souvent, c'est même les filles qui engueulent les garçons pour qu'ils se calment et qu'ils puissent un petit peu écouter les explications, etc. Parce que, bon, je pense aussi c'est biologique. On sait que la puberté arrive plutôt chez les filles. Je pense que ça doit peut-être aussi avoir un petit lien là-dessus. Mais il y a aussi, et surtout, je pense beaucoup l'éducation qui joue. Voilà, les filles en général, on va dire, et toi, écoute, machin. Bref, mais ouais, je t'en prie. Ouais, c'est génial. Mm. Mhm. Salut François, je m'en souviens. Mhm. Allez. Alors, Alexandre, il a une ceinture noire de Shambhala. Voilà. Ouais. En fait, c'est ce qu'on disait en tout début tout début de cette petite intervention-là, c'est qu'on expliquait effectivement que l'enfant, le côté martial, dans le sens un peu guerrier, on va dire, du terme, ou le côté self-défense, ou le côté, etc., non seulement ça l'intéresse pas, mais je pense qu'en tant que prof, effectivement, c'est pas forcément une bonne chose de leur parler de cette violence. C'est-à-dire que quand bien même on leur apprend à y faire face, quand bien même on leur apprend ce genre de choses, alors je dirais pas jusqu'au discours genre ils ont une vie assez stressante, on va pas rajouter du stress sur le stress, etc. Ah, Mais c'est plutôt excuse-moi, l'idée. alors, excuse-moi Alexandre, je te coupe parce qu'apparemment j'avais coupé mon micro, toi et moi et Stéphane, on s'entendait, mais comment ça s'appelle, moi j'avais coupé mon micro. Je te repose la question, comme ça va D'accord. reprendre le truc. Par rapport à François Guerrieri, qui nous disait vaut mieux se positionner en prof de sport qu'en art martial, et Philippe Nicolai du Chambara nous disait plutôt le contraire. Et pourquoi donc? Et voilà, je te redonne la parole et tu répondais à ça. Ça marche. En fait, toute la question va être de qu'est-ce qu'on entend par art martial. Si on voit le côté bugei ou bujutsu, enfin le côté très, très guerrier du terme, à savoir voilà la violence, la gérer, etc. Effectivement, je pense pas que ça soit, enfin, que ce soit forcément la piste la plus pertinente quand on enseigne aux enfants. Déjà parce qu'ils n'ont pas forcément ça en tête, c'est-à-dire le côté self-défense, c'est pas souvent des choses qui les intéressent. Un gamin de 5-6 ans, si tu lui donnes un bâton, ça y est, dans sa tête, c'est un chevalier, envie de se battre, il veut s'amuser, il veut pas dire. Alors si dans la rue, je me fais agresser par un adulte, etc., c'est pas des choses qu'il a forcément en tête. Et puis surtout, je pense pas non plus, nous, en tant que professeurs, qu'il faut
qu'on part dans cette, alors c'est un peu méchant, mais dans cette espèce de pseudo-illusion de dire à un gamin de 8 ans, ouais, je vais te donner un cours de self-défense, t'inquiète pas, un adulte de 100 kilos, ils vont arriver à 2, ils vont te choper, tu vas les démonter, quoi. Ça, c'était bien dans le Chevalier Lumière, j'ai adoré ça quand j'étais petit. Dans la réalité, je pense pas que le prof, ça soit une très bonne idée d'aller dans cette direction-là. Donc, le fait d'aller vers une pratique sportive, c'est-à-dire dénuer un petit peu de ce rapport à la violence, je pense qu'effectivement, c'est une super bonne chose. Après, par contre, si dans le côté art martial, on voit le côté un petit peu plus bouddho, c'est-à-dire une démarche, alors pas aller jusqu'à un côté spirituel, mais tu vois, un côté un petit peu plus éducatif aussi et social dont on parlait là tout à l'heure, ça, les enfants de cet âge-là, ils sont capables de le comprendre. D'ailleurs, c'est des valeurs qu'on retrouve aussi dans les sports de combat. Moi, j'ai fait aussi un peu de boxe quand j'étais môme. C'est des choses qu'on voyait totalement. Donc, je suis assez d'accord avec les deux, mais encore une fois, tout va dépendre de qu'est-ce qu'on entend par art martial là-dedans. Mais en tout cas, le côté violence, c'est clair pour moi, les enfants, il n'a pas à être présent dans les cours, quoi. Ouais, très bien. En tout cas, on a compris qu'il faut mobiliser tout l'enfant, et c'est vrai c'est pas ce que tu dis, c'est très juste, me semble. J'espère qu'on m'entend. Faites-moi un pouce si on m'entend. J'espère que c'est revenu. Mais que l'enfant, c'est pas c'est pas une version miniature de l'adulte. C'est clair. Surtout que c'est c'est un important. truc. C'est un truc dont on pourra reparler aussi un petit peu par la suite en un peu plus détaillé. Il faut pas oublier que l'enfant, alors que ce soit premier âge, second âge, adolescence, etc., c'est qu'ils ont une faculté de se concentrer sur peu de points à la fois. C'est-à-dire, lui, tu vas lui faire un jeu, tu vas pas lui expliquer à quoi ça sert. C'est wax on, wax off, quoi. Tu lui dis, tu fais comme ça, tu fais un petit jeu, même avec des déplacements en triangle, des choses comme ça, tu lui dis pas pourquoi tu lui fais faire. Lui, il se concentre sur son jeu, sur son exercice qu'il doit faire. Et après, plus tard, tu vas pouvoir éventuellement soit lui expliquer, soit même pas lui expliquer, il va le comprendre tout seul. Mais plus tard, quand il sera adulte, il comprendra le rapport qu'il peut y avoir là-dedans. Si tu commences à lui parler, mais c'est si la personne t'attaque, alors il faut te protéger comme ça, parce que dans la rue, machin, enfin, si tu vois, si tu abordes un côté un petit peu self-défense, ça fait trop d'éléments. Le gamin, il va pas réussir vraiment à se concentrer sur trop de choses à la fois. Même on parlait tout à l'heure, juste avant qu'on commence à répondre aux questions, on parlait donc des 2 premiers âges, on va dire, de l'enfance, mais même à l'adolescence, c'est pareil. C'est à l'adolescence on va dire vers une douzaine d'années jusqu'à, je sais pas, les 16 ans à peu près. Effectivement, le gamin, il a une attention beaucoup plus importante, à peu près presque celle de l'adulte. Il commence à développer un sens tactique. Tu peux commencer, tu vois, à être justement sur de la lecture à plusieurs niveaux. Il est capable de conceptualiser des choses. Par contre, le truc, c'est que sa croissance n'est pas finie déjà, ça, c'est-à-dire le problème c'est qu'il agit comme un adulte, mais il n'a pas encore le corps totalement fini comme un adulte, donc tu as un risque de blessure à l'adolescence. On voit les gens avec qui tu parles qui moi je me suis pété le genou, c'était quand je faisais du judo à mes 15 ans, je faisais championnat de France, voilà. Il y a souvent des blessures vers ce truc-là. Et aussi, eux, ils sont dans une logique souvent à l'adolescence de recherche de reconnaissance, tu vois, de succès, de médailles, de machin. C'est des choses ils sont en train d'essayer de s'affirmer et ils ont besoin quelque part un peu de cette reconnaissance-là. Ils sont pas même encore, pour beaucoup, dans une logique de développement sur du long terme avec eux. D'accord. Stéphane, je ne sais pas si est-ce que tu veux on devrait normalement avancer parce qu'on a encore des thèmes très importants à voir avec toi. J'essaye en même temps, alors je ne sais pas pourquoi, j'ai perdu. Aujourd'hui, je dois m'excuser auprès de tout le monde parce que techniquement, je suis une brêle. J'irai me jeter dans du rhum tout à l'heure, j'espère. Mais bon, voilà, je suis bien désolé. J'essaye de retrouver des vidéos aussi où on te voit justement avec les enfants. Donc, enfin, pas de les retrouver, elles sont là, mais bon. Alexandre, en termes de pédagogie, est-ce que tu peux nous donner, et je dirais on va forcément survoler le sujet parce qu'on pourrait en parler des heures, les grandes lignes directrices sur lesquelles on s'appuie pour donner un cours à des enfants, d'un point de vue pédagogique, comment tu... Ouais. Alors, le grand truc, avant de parler justement des méthodes employées, moi, les questions que je me posais et que du coup, comme je te disais dans ce truc Jeunesse et Sport où j'ai eu pas mal d'infos, c'était justement pourquoi on va mettre en place cette partie pédagogie, à savoir, comme on disait, l'enfant est différent. Bon, le physique, on en a déjà parlé, à savoir voilà qu'ils peuvent plus se blesser, il faut respecter la croissance, il y a plein d'exercices voilà, qu'on va pas leur faire tout simplement pour pas qu'ils soient tout perdus.
Mais il y a aussi le côté émotionnel chez l'enfant à gérer. Il n'a pas encore le recul sur ses propres émotions que l'adulte, ou même que l'ado, limite. Du coup, il va beaucoup falloir faire en sorte, quand on va faire un cours, que la pédagogie puisse booster un peu cette motivation, aussi bien au niveau intrinsèque, extrinsèque, et puis un espèce de mixte un petit peu des deux. C'est-à-dire que on parlait de motivation intrinsèque, on en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire c'est vraiment l'importance du plaisir dans le cours, quoi. Il faut qu'ils prennent du plaisir, il faut que quand ils sortent du cours, ils se soient bien amusés. Du coup, c'est important de pouvoir aussi varier les exercices parce qu'il est content, il découvre des nouvelles choses, il voit que ça fonctionne. Il y a beaucoup de ce qu'ils appellent en fait les tâches motrices ouvertes. C'est-à-dire qu'on va le laisser explorer des choses, on leur donne des consignes un peu ouvertes, tu vois, on ferme pas trop le truc et on les laisse voir un petit peu ce que ça rend sur certains exercices. Et puis surtout, ce qu'on parlait aussi un petit peu tout à l'heure, c'est qu'il faut leur demander des choses à leur portée. C'est-à-dire que aussi bien la difficulté que l'objectif, qu'il faut qu'il soit vraiment à très très court terme, en sachant que nous, dans notre tête, on sait, on a notre plan sur le cours, on sait les exercices qu'on va leur demander après, on a le plan sur le mois, sur l'année, on fait des, enfin, je sais pas, moi j'essaie de faire des plans de construction par session à peu près, pour savoir sur une année à peu près qu'est-ce que je vais pouvoir leur faire voir. Donc il va falloir vraiment qu'on limite un petit peu les choses qu'on leur demande pour pas qu'ils soient confrontés à l'échec, quoi. C'est-à-dire que même quand ils y arrivent pas, ils savent que l'exercice d'après, c'est un truc qu'ils pourront réussir. Et puis accepter aussi, du coup, de la même manière qu'ils traversent un petit peu leurs émotions à chacun à leur niveau. On a des gamins souvent en cours, ils pleurent souvent parce que dès qu'ils ont pris un petit coup, dès qu'ils ont un machin, tu sens qu'ils n'ont pas un bon contrôle. T'en as tout de suite qui s'énervent. On en a un ou deux comme ça, ils prennent un coup, tu vois, ils switchent dans le regard, il y a un truc qui se passe, ils vont aller tout de suite bastonner. Donc la colère, Justement, elle est Alexandre, dans la vidéo qu'on est en train de diffuser, bon, elle tourne un peu en boucle. Là, je ne sais pas si tu la vois, c'est toi qui es en train de te prendre une rouste, me semble-t-il, par un de tes élèves. En tout cas, il y va franchement, il est très énergique. Moi, ce que je remarque, bon, c'est un combat double bâton, très bien, mais c'est qu'il y a une énergie, il y a un déplacement incroyable, donc faut vraiment les occuper physiquement. Ah oui, c'est clair. Les enfants, il faut pas penser qu'on va faire de la garderie, que ça va être chiant, etc. Moi, les cours avec les enfants, bon là, il avait déjà quasiment une douzaine d'années, donc c'est encore mieux parce qu'il commence vraiment à avoir de la coordination. C'est fun. Moi, je finis les cours des enfants. En plus, il y a un énorme truc, c'est que quand tu es prof adulte, tu peux encore dire à tes élèves, moi, les 10 burpees, machin, tu tapes des mains en rythme, ils le font. Les gamins, il faut que tu le fasses avec eux. Tu vois, ils ont besoin, ils ont le regard au prof, ils ont le regard. Tu remarqueras, on parlait tout à l'heure de l'objectif à court terme, mais il y a quelques gamins qui sont vraiment doués, qui sont vraiment appliqués dès le plus jeune âge, mais souvent, c'est parce que papa aussi fait des arts martiaux, donc ils imitent, ils sont beaucoup dans ce mimétisme-là. Et effectivement, les gamins, quand tu cours avec eux, quand tu commences à combattre avec eux, rapidement, tu peux arriver à ça. Et puis là en l'occurrence, il avait pas beaucoup de saisons encore dans les pattes quand on a fait ce petit combat-là. Ouais, très bien. En tout cas, il est énergique. Ça se passe dans ton dojo, donc Ouais, justement. c'est dans un des dojos. En fait, pour corriger un peu compléter, on va dire plutôt ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, je suis en France. Je suis en France voisine, comme on dit, c'est-à-dire je suis juste à côté de la Suisse. Donc on s'entraîne pas mal. Donc mon dojo, moi officiellement, mon adresse est côté français, sur Saint-Julien. Par contre, ça m'arrive d'avoir d'aller donner des cours et puis animer des choses côté suisse aussi. Donc ça, c'est un dojo à Genève, c'est le Yamabushi, qui est assez connu, qui est une grande salle. Ils font beaucoup d'arts martiaux, de kickboxing, etc. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de sacs. Donc ça, c'est un plaisir aussi. Et ça nous permet de faire de beaucoup travailler. Et une chose d'ailleurs, justement, pour reprendre un petit peu ce qu'on est en train de discuter quand on parle de la motivation, on parlait un peu de la motivation intrinsèque des gamins, c'est-à-dire qui s'auto-boostent un peu tout seuls, mais la motivation extrinsèque, c'est le rôle du prof vis-à-vis de son élève pour garder la motive. Plus tu vas avoir de l'équipement, plus ça va être facile. Tu vois, l'idée c'est en tant que prof, il faut un peu féliciter les gamins quand ils réussissent des trucs, mettre en avant leur qualité, leur dire tu vois ça, tu y arrives bien, etc. Tu arrives comme ça, alors booster un petit peu leur truc. On parlait tout à l'heure, c'était quand le micro était coupé. On sait quoi, qui est souvent les gamins, ils ont une vie déjà assez stressante entre l'école, le machin, etc. Parfois, les parents un peu sur leur dos aussi. Si au dojo, ils décompressent pas un peu avec tout ça, tu vas les rendre encore plus stressés que quand ils sont arrivés. Ça sert à rien, quoi. L'idée, voilà, faut les booster, faut des trucs comme ça. Alors après, tu as des disciplines type judo, karaté, un petit peu nous aussi, qui ont mis en place des espèces de systèmes de grades, qui sont, souvent, moi, je le présente à mes élèves en disant, le grade, en fait, ça doit pas être vu comme une carotte ou une récompense, mais vraiment un espèce de suivi de progrès.
Tu vois, tu dis voilà, moi je voulais que tu saches faire ça et ça et ça. Je mets les petites coches. C'est bien, ça tu as réussi à faire. Maintenant, je vais te demander un truc un peu plus compliqué. Tac, 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 tac. Ok, cool. Maintenant, je vais encore te redemander un truc encore un peu plus compliqué. Et c'est vraiment Du coup, là, quand tu fais ton système de grades, tu suis vraiment plutôt le côté japonais du Yosekan Budo, parce que on peut pas dire qu'il y ait des grades traditionnellement dans le Filipino martial art. C'est clair. Alors nous, on a mis en fait un système. Alors il y a pas de grade visible, c'est-à-dire il n'y a pas de ceinture, de couleur, de machin, etc. J'ai Ah, hésité un moment, mais je me suis dit non, c'était mieux en tenue qu'on reste sur des tenues un peu plus justement un peu plus quali, pas rentrer dans les histoires de couleurs. Les couleurs de ceinture, pour moi, c'est intéressant. Genre, t'es un prof, t'animes un stage, il y a 50 personnes en face de toi, tu peux regarder comme ça, tu regardes un peu le niveau général qui est ok, ça je voulais leur montrer, je vais pas leur faire faire. On va plutôt rester à tel niveau de tel truc. Ça, pour ça, c'est c'est intéressant. pas con Ou faire ça. des groupes hein. Tu sais, genre les élèves, les blancs et les jaunes ensemble, on va faire des choses un peu simples, on va faire de l'angle 1, de l'angle 2, les autres à côté, on va commencer à monter un peu le niveau. Donc pour ça, pour moi, il y a un intérêt. À l'intérieur du cours, à l'intérieur du dojo, je connais mes élèves. C'est même si j'en ai une douzaine ou une vingtaine sur le tapis, je connais leur niveau, donc j'ai pas forcément besoin de ce côté visuel. Mais on a mis en place un espèce de petite grille. En gros, ils ont le niveau débutant, intermédiaire, avancé, avec à chaque fois 3 niveaux. Et en fait, bah voilà, on leur demande de savoir faire ses pas, faire ses machins, etc. Et puis on coche. Et du coup, hop, dès qu'il a fini, on fait une petite croix. C'est-à-dire, ouais, cool, premier niveau passé, deuxième niveau passé. Alors un truc qu'on a commencé d'ailleurs à mettre en place, c'est plutôt que mettre justement des couleurs de ceinture et tout, on met des animaux totems. Ah Et oui. le singe, le tigre, le machin, et tout ça. Donc, ouais, ça, le singe, c'est l'élasticité, c'est des choses comme ça. Le tigre a un peu l'esprit un peu plus combatif. Tu leur mets des petites choses comme ça. Ah, c'est Eux, du une coup, ils très sont bonne super idée contents. ça. Ouais. Et ils ont leur animal totem là pour le passage. Il faut qu'ils aient tel truc. Après, ils ont le loup. Ah, le loup, c'est un animal de meute. Donc, il y a la notion aussi de travail en équipe, etc. Donc, on leur met des petites choses comme ça pour qu'eux, ils aient des repères. Parce qu'en fait, c'est un truc qui est assez marrant. On le retrouve d'ailleurs même chez l'adulte. Hein. Un prof, il a besoin, enfin, un élève, on va dire plutôt, c'est surtout l'élève qu'on a besoin, il a besoin de repères au niveau de sa progression. L'adulte, c'est simple, tu mets un pattern dans ton cours. Mm. Tous les échauffements, on va commencer par tel exercice ou telle fin de cours, on finit par du combat. Eh ben, il va voir ses progrès. Et mois après mois, il va se dire, ah putain, en combat, j'étais meilleur. Ou, ah putain, cet abécédario-là, j'arrive à le faire vraiment main droite, main gauche, j'arrive à rajouter mes redondo, ça fonctionne vachement mieux, etc. Il a besoin de ça. Le gamin, lui, il le voit pas ça. Il a oublié que le dernier cours, il avait fait ça. Il a oublié ce truc-là. Donc, si tu lui mets un petit truc explicite en disant, voilà, t'as un petit diplôme, t'as un petit machin, là, il le comprend. De toute façon, je pense que si on regarde un peu ce qui se fait dans d'autres sports, là, le système d'exécution, à mon avis, il est plus vendeur auprès des enfants qu'un système de ceinture qui peut peut-être à un moment donné, quand tu arrives à l'adolescence ou à l'âge adulte, avoir un peu plus de signification. Mais là où je te rejoins, c'est que quand tu regardes, je crois qu'en escrime, ils ont un système de blason ou d'écusson. Ouais. Il y a plein de pratiques qui sont plutôt par. Voilà, au ski, en France, on a les systèmes d'étoiles, etc. Donc je crois qu'effectivement, par rapport à l'enseignement des enfants, il faut aussi se poser la question de comment le gamin se sent valorisé et cette espèce de récompense et de l'adapter au fonctionnement de l'enfant. Ouais, c'est ça. En fait, lui, il a besoin, je pense, de voir qu'il a passé un palier. C'est-à-dire, c'est pas, encore une fois, il ne faut pas que ça soit une carotte en disant je veux continuer parce que je veux tous mes badges, entre guillemets. Mais quelque part, au niveau de sa motivation, s'il voit que parce qu'on a des gamins, par exemple, qui sont très bons en combat. Ils ont ça dans le sang, tu leur mets un stick et ils démontent la moitié de la salle. Le gamin qu'on voit sur la vidéo, c'est vraiment ça. Il faut vraiment qu'il ait quelqu'un d'un gabarit beaucoup plus grand ou beaucoup plus fort que lui pour un peu le mettre en difficulté. Donc, tu as des gamins, ils trouvent leur plaisir dans les progrès qu'ils font en combat. Mais tu as aussi des gamins qui, ben voilà, ils sont un peu plus timides, ils ont un peu plus de mal. En combat, tu vois ils sont toujours un petit peu à la ramasse. Ils ont, voilà, c'est moins leur truc. Ben eux, le fait de leur dire, voilà, tu vois, ça, tes capacités du singe, par exemple, machin, ça, je vois que toi, tu as bien progressé, je te valide, tu as ton truc, tu as une reconnaissance du travail qu'il a accompli, une reconnaissance de ses progrès, et même si ça doit pas être un but en soi, c'est un peu comme le combat. Je me souviens, le premier où vous parlez du sparring, le combat, ça doit pas être le but final, parce que dans le combat, on est obligé de mettre plein de choses de côté, parce que si on les mettait dedans, on serait mort. Donc, il y a plein de choses qu'on est obligé de mettre de côté. Mais par contre, c'est un outil de malade pour apprendre tellement
énormément de choses. Et là, c'est un petit peu pareil, quoi. Ces espèces d'évaluations, c'est pour ça que j'aime pas parler de passage de grade. Déjà, passage, le mot me dérange, grade encore plus, mais que c'est vraiment une espèce de suivi un peu de progrès. Et ça permet des fois, toi, en tant que prof, savoir un peu où en est le gamin. Et puis lui, à son niveau, il voit qu'il y a une reconnaissance du travail qu'il a accompli. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant. Bah, écoute, en tout cas, ça fait réagir beaucoup, beaucoup les gens, les parents, les profs, tout ça. Il y en a qui valident ton système d'animal totem. Je suis pas loin de le valider, mais j'ai pas d'élèves enfants. Ça, c'est une idée parmi d'autres, hein, ça peut être autre chose. Malheureusement, l'heure tourne. Il faut qu'on puisse enchaîner parce que voilà, je voudrais pas qu'on soit ici à 4 heures de l'après-midi sans qu'on ait tout fait. Stéphane, je te propose qu'on enchaîne sur la deuxième partie, même s'il nous reste encore plein de questions. Et j'invite tout le monde à venir te voir, Alexandre, excuse-moi, sur tes pages, tout ça. On mettra évidemment les liens pour discuter aussi de pédagogie. Et j'espère que dans ce qu'on va aborder maintenant, la suite, on pourra, en plus de ça, avoir une continuité dans la discussion, parce que de plus en plus avec Stéphane, on est en train de se dire que voilà, on aimerait continuer à garder le fil de certaines discussions qui sont passionnantes. Celle-ci en fait partie. Et bon, on est en train de réfléchir à des petites choses. Stéphane, l'heure tourne. On aborde la deuxième partie avec toi, Alexandre. Ah, excuse-moi, Alexandre, je t'ai coupé la parole. Tu voulais dire quelque chose avant. Je t'en prie. Oui, juste pour finir vite fait, encore une dernière petite minute. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé du comment, et qui est une partie qui est vraiment intéressante, mais là, pareil, ça nécessiterait presque une émission en soi. On a parlé un peu du pourquoi, du quoi, du comment. Maintenant, enfin, justement, le comment au niveau de la pédagogie, des choses à mettre en place en tant que prof, et là, ça va aussi un peu dépendre du style, mais il va y avoir plein de petites choses à voir ensemble. Par exemple, trouver le bon équilibre entre le travail cardio et le travail technique. On disait tout à l'heure que les gamins peuvent pas se concentrer longtemps, mais ils peuvent quand même se concentrer. Donc, à quel moment je vais mettre mes parties techniques, à quel moment je vais mettre mes parties cardio. Par exemple, faire du cardio en début de cours, souvent, c'est pas une bonne idée, ça va exciter les enfants. Trouver le comment, les gamins, comme je disais tout à l'heure, ne jamais expliquer pourquoi on fait quelque chose, mais leur expliquer comment, pour qu'ils soient vraiment dans l'action en elle-même. Voilà, pareil. Il y a après des choses au niveau de la construction du cours. Par exemple, ne pas mélanger trop de choses techniques. Si tu commences à faire plein de drills différents dans le cours, le gamin, tu vas les perdre. Donc, tu auras toujours. On dit souvent qu'il faut juste un nouveau concept par cours, jamais plus. Mais après, tu vas broder dessus. Les temps d'explication courts, parce que je parle trop. Mais quand t'es gamin, quand tu expliques un truc, il faut que ça dure vraiment une ou deux minutes, enfin, même pas une minute d'explication. Et tout de suite, tu les remets dans l'action. Tu les fais pas s'asseoir pour parler pendant 10 minutes. Sinon, tu les perds complètement. On parlait tout à l'heure aussi d'isoler des exercices. Par exemple, un vraiment spécifiquement sur le déplacement de jambes, un spécifiquement sur les bras pour ensuite essayer de mixer. Bref, il y a vraiment plein de choses à discuter ensuite sur comment je vais réussir. En gros, voilà, j'ai mon programme adulte de mon école d'arts martiaux philippins. Comment je vais transposer ça pour que les enfants puissent comprendre. Et là, effectivement, c'est une grosse partie qu'on va pas avoir malheureusement le temps de beaucoup. Malheureusement, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions là-dessus. Moi, j'avais une petite dernière question, en fait, un peu, voilà, une curiosité. Un petit peu. Est-ce que depuis que tu as enseigné, et je te demanderai une réponse courte parce que tu comprends qu'il faut qu'on passe, est-ce que tu as déjà enseigné à un enfant qui est devenu adolescent, qui est devenu adulte? Tu vois ce que je veux dire? On a quelques-uns comme ça, dont un en particulier, oui, Sacha. Oui, j'en ai un. C'est-à-dire, le gamin, je l'ai eu, il avait 5-6 ans, un truc comme ça. Je sais même pas quel âge il avait. Non, il devait peut-être avoir 7 ans, 8 ans. Et maintenant, c'est un de mes assistants dans les cours. Ah ben écoute, c'était une des questions aussi que je voulais voir. D'accord, donc c'est devenu un de tes assistants. Ça, c'est formidable. Mais moi, ça me paraît super, en tout cas intéressant et passionnant. Qu'on puisse aussi former voilà, nos assistants. C'est pas des gens qui arrivent de l'extérieur, c'est toi qui les as formés. Et en plus de ça, voilà, tu leur as donné, transmis la passion et tout ça. Ça me paraît en fait assez passionnant. Donc on peut que conseiller tes cours aujourd'hui enfants. J'aimerais y revenir. C'est ça, s'il y a une seule chose à retenir, en gros, c'est que les enfants, même si on leur fait pas faire l'art martial de manière purement traditionnelle, avec des choses très très létales, etc., le gamin, on va quand même inscrire dans son corps des réflexes psychomoteurs, une certaine gestuelle, une certaine dextérité, qui vont ensuite lui servir une fois adulte.
On va pas lui parler pourquoi ça va lui servir plus grand, mais on va comme ancrer ça dans son corps. Et plus tard, s'il continue une fois adulte pour d'autres raisons, parce que les motivations seront différentes, il comprendra pourquoi il a réussi à acquérir tout ça. Très bien. Bah écoute, je te remercie beaucoup. On va passer au deuxième thème qui nous occupe. C'est l'organisation justement du stick fighting que tu as. Par contre, malheureusement, on n'a pas le temps beaucoup de s'étirer. Alors juste, je vais poser une question à Stéphane parce que on avait un problème de planning, on était assez serré. Stéphane, est-ce que tu as le temps de faire ta revue ou pas? Alors, je peux la faire maintenant. Ouais. Ça sera et ensuite, on terminera avec les questions qu'on avait sur le tournoi et FMR Art. Et moi, peut-être qu'à ce moment-là, je serai obligé de partir, parce que là, j'ai un impératif urgent. Mais je peux prendre 5 minutes pour vous présenter le livre dont je voulais parler. Eh bien, faisons ça. Comme ça, nous, on pourra rester un petit peu plus longtemps, plus tranquillement, Alexandre. Ça te va pour toi? Ça marche. Parfait. Très bien. Alors, on passe la parole à Stéphane Fernandez qui va nous présenter un film, un livre, un film de Jackie Chan, un livre de Mark Wiley. Comment il s'appelle, Stéphane? Alors, c'est Filipino Fighting Heart. Donc, ça, c'est mon exemplaire qui date de 2001. Est-ce que tu peux le colorer un petit peu plus haut, qu'on le voit mieux? Ouais, formidable. Voilà. La maison d'édition, c'est quoi? On redonnera aussi tout ça. Unique Publication. Super. Alors, bon, c'est un livre en anglais, donc ça, c'est un peu ça serait son seul défaut. Sachant que, bon, quand on est passionné d'arts martiaux philippins, même si sur les dernières années, il y a eu de la production française, les très, très bons livres sont en anglais. Mark Wiley, il a une double casquette. C'est d'abord un pratiquant d'arts martiaux philippins. Il est instructeur dans il est américain, il est instructeur dans plusieurs styles. Il a depuis les années 90, je dirais, je pense qu'il a dû démarrer dans les années 80, donc maintenant ça fait quand même pas mal de temps. Et en parallèle de cette vie d'enseignant pratiquant, il a beaucoup travaillé sur la rédaction d'articles sur les arts martiaux, alors beaucoup sur les arts martiaux philippins, mais aussi sur d'autres arts martiaux. Il a écrit, je sais pas, il a dû écrire une douzaine de livres, dont je pense que 7 sur les arts martiaux philippins. Et c'est quelqu'un aussi qui a fait beaucoup de recherches aux Philippines. Je crois qu'il doit avoir une quinzaine de séjours aux Philippines pour aller s'entraîner, mais aussi pour faire des recherches. Il est aussi, je crois qu'il est docteur en médecine chinoise, il a été éditeur de newsletters, il a été consultant pour des magazines. Voilà, il a une société, dernièrement, il a une société aussi d'édition de livres. Donc, c'est vraiment quelqu'un dont la réputation est posée. Et donc, en 2000, il propose donc cet ouvrage, voilà, Filipino Fighting Heart. Et ce qui est intéressant dans cet ouvrage, c'est qu'il a pris 27 styles. Donc des styles, on va dire, tête d'affiche que tout le monde connaît, mais aussi des styles un peu moins connus. Et il a été leur poser les mêmes questions. Et il leur a offert à peu près en moyenne, j'ai compté, c'est une dizaine de pages avec les réponses et des photos, dont des photos de cérémonie. Et donc les questions qu'il leur a posées, moi je vais vous les donner, parce que vous allez voir que quand on pose ce genre de questions, c'est toujours intéressant les réponses. Il leur a demandé votre progression d'entraînement. Ensuite, il leur a posé la question quelles sont vos méthodes d'entraînement? Voilà. Quelles sont vos stratégies de combat? Et le combat libre, voilà, vous en faites pas, comment vous le faites? Et c'est les questions qu'il a posées aux 27 styles, en allant chercher soit les têtes d'affiche des styles, soit des pratiquants reconnus de ces styles. Excuse-moi, et il est parti dans toute la Philippines ou dans une région en particulier? Alors, je ne pourrais pas te dire, mais si on veut regarder quelques styles, si tu veux, pour dire que, par exemple, parmi les styles très connus sur lesquels il a été chercher des gens, tu as par exemple le Balintawak, tu as du Dotse Pares, du Serra d'Escrima, du Doblete Rapilon, Kali Jekedi, Kali Illustrissimo, Lameco Escrima, etc. Et des styles un peu moins connus, par exemple, tu aurais du Moro Moro Orabes General, du Sayalastra Arnis, du Decatunan Arnis. Donc, c'est à la fois des gens qu'il a été chercher aux États-Unis, puisqu'en fait, il est basé aux États-Unis, mais aussi qu'il a été cherché lors de ses voyages aux Philippines. Et donc, moi, ce que je trouve intéressant, alors,
ce qui est intéressant, c'est que d'abord, ça permet d'avoir une culture sur un certain nombre de styles et d'avoir à travers ces questions, hein, il y a 10 pages à chaque fois pour chaque style, à peu près, certains un peu moins, certains un peu plus. Je trouve que c'est intéressant d'avoir cette richesse de réponses sur 4 mêmes questions. Questions en plus que tout pratiquant à un moment donné. Ouais, ça fait un comparatif absolument génial. Ça fait un quoi. comparatif. Et donc, moi, je pense que quand on est passionné d'arts martiaux philippins, même si ce n'est pas les styles qu'on pratique, il faut aller chercher ce genre de choses. On peut aussi apprendre des choses en allant voir d'autres styles ou en discutant de leur approche. Donc, c'est une source d'enrichissement. Souvent, en restant dans son seul style, on ne peut que progresser par rapport à la connaissance qu'il y a au sein de son école. Et souvent, dans une école, on va avoir le grand maître qui est Dieu le Père, une espèce de Dieu. Et donc, on ne va jamais... il a son intelligence, mais on n'ira jamais questionner d'autres approches parce que voilà, on est focus là-dessus. Donc, je pense qu'il faut avoir cette curiosité d'esprit et profiter qu'il y a des gens qui écrivent ce genre d'ouvrage. Donc, en ça, pour moi, c'est un ouvrage que lorsque je l'ai acheté, j'étais vraiment, voilà, je me suis dit putain, c'est génial. Il faut savoir qu'il avait repris une idée d'un autre professeur d'arts martiaux philippin, Edgar Soulité, qui aux Philippines avait fait ce genre de livre quelques années auparavant. Une quinzaine d'années auparavant, où il avait voyagé, Edgar Soulité avait voyagé à travers les Philippines, et il avait fait un peu cette approche-là, d'aller voir différents styles, de discuter avec eux. C'est un livre qui est collector, qui a été tiré à très peu d'exemplaires. Moi, j'ai eu la chance d'en choper un pour... Oui, parce que François Guerrieri nous dit qu'il avait entendu parler de cet ouvrage, mais il se demande s'il n'est pas épuisé. Donc, tu lui confirmes. Non, alors, le bouquin de Soulité est épuisé. Le bouquin de Mark Wiley, si vous vous dépêchez... Dépêchez-vous de sortir votre carte bleue et d'aller sur Amazon, il y a quelques ouvrages en occasion. Effectivement, c'est un ouvrage qu'on ne trouve pas facilement. Donc, si vous avez la possibilité d'en récupérer un d'occasion, allez-y. Moi, je trouve que c'est un excellent ouvrage. Le seul défaut qu'il a, c'est qu'effectivement, à part faire 3 tomes de 1000 pages, on est limité dans la profondeur de ce qu'il montre. C'est-à-dire que ça reste un point d'entrée vers des réponses à des questions qu'il a posées. Mais d'un autre côté, ce qui peut être intéressant, c'est que ça peut éventuellement permettre de creuser, de se dire, ah bah tiens, lui, à un moment donné, il a dit ça me paraît intéressant. Donc, voilà, il a à la fois, c'est une synthèse parce que voilà, c'est un bouquin qui doit faire 280 pages et qui avait 27 styles et qu'il aurait pu écrire 3 tomes sur chaque style. Mais c'est une porte d'entrée qui permet, à un moment donné, peut-être d'avoir des éclairages multiples. Et pour moi, c'est intéressant. Donc, c'est vraiment un bouquin, pour moi, il y a beaucoup de bouquins de Mark Wiley que je recommande. J'en parlerai d'autres, mais celui-là, il est vraiment intéressant. Donc, si vous avez la possibilité d'en acheter un d'occasion, allez-y, parce que c'est vraiment un très, très bon bouquin. En tout cas, moi, je garde mon exemplaire précieusement. Tu ne le vends pas aux enchères sur Amazon. Une dernière question, est-ce qu'il y a des photos, des illustrations Oui. Ah, une petite, s'il te plaît, pour les yeux, parce que sinon... Tout ça est trop cérébral. Tu sais bien qu'en tant qu'escrimador, on comprend les choses que par coup de bâton. Voilà. Spécial pour François. Ah, François, tiens, c'est pour toi. Je ne sais pas si on voit bien là. Voilà. Doblete Repilon. Oh. Grand maître José Mena. Voilà. Et en plus, c'est une technique secrète. Je pense. C'est formidable. François, je suis pas sûr que François la connaisse. Ah, ça c'est bien. Un scoop. Voilà. Donc, voilà, par exemple, ici, vous avez notre série. Ça, c'est Edgar Soulité du Lameco. D'accord. Edgar Soulité. Voilà. C'est ta référence, Stéphane. Tu dis rien, mais c'est ta référence. C'est ton école. Ce n'est pas le sujet. Mais franchement, c'est un excellent bouquin et je crois que quand on est passionné d'une discipline, c'est le genre de bouquin où, quand vous le recevez, vous êtes vraiment content. Il y a peu de bouquins. Les bouquins de Mark Wiley, c'est vraiment des bouquins qui ont été travaillés. Voilà, il y a passé beaucoup de temps et franchement, si vous avez la possibilité de récupérer quelques exemplaires de son travail, vous pouvez y aller les yeux fermés. Aujourd'hui, je considère qu'en matière de bouquins, c'est quand même lui qui, sur nos disciplines, malheureusement en anglais, c'est lui qui a mis la barre le plus haut et je vous reparlerai d'un autre bouquin qu'il a écrit qui est très très bien, mais c'est vraiment du bon bouquin. Donc voilà. Bon, écoute, merci beaucoup pour cette revue.
Je vais être obligé de vous quitter parce que j'ai un impératif à 12h30 que j'ai pas pu décaler. Personne te dénoncera pour ce déconfinement. Hein, Et non, mais j'ai l'attestation. Gaston, je t'ai envoyé peut-être d'autres questions. Donc. Eh ben, nous, on va continuer. Donc, merci d'abord, Stéphane. Nous, on va continuer avec Alexandre. Moi, je dis merci Alexandre. Voilà. Merci Stéphane. Et bon, il est 12h23, donc je suis déjà à la bourre, mais bon, c'est pas grave. Et puis, je te laisserai finir. Hein. Tu es à la technique et à la diffusion. Exactement. Et merci pour tout. Alors, je veux juste vous dire à tous qu'en fait, à chaque émission, on prépare beaucoup avec Stéphane. On prépare avec nos invités aussi. Voilà, ça c'est un boulot d'équipe. Moi, avant que tu partes, je tiens à te rendre hommage de ça parce que c'est une super équipe qu'on est en train de faire et c'est un projet qui nous tient vraiment à cœur. Et voilà, je te remercie. Merci à toi. Et puis dans pas longtemps, donc on va pas annoncer le suivant, mais dans pas longtemps un autre. Ciao, à bientôt. Salut à tous. Merci à toi. Alexandre, on reprend ça. Donc moi, avant de reprendre, je voudrais te lancer quelques vidéos, tu vois, en fait, où tu vas pouvoir les commenter ensemble, où là, on voit justement le stick fighting que tu organises, et tu vas pouvoir nous en parler maintenant. Donc, j'envoie ça tout de suite. Voilà, alors j'ai pas mis le son d'ailleurs, hein. Donc là, ce qu'on est en train de voir, c'est des combats adultes. Je sais pas. Alors, normalement, on a le décalage toujours sur Facebook, d'où tous les problèmes de son qu'on peut avoir. Donc là, tu commences à le voir, je pense. Ok, bon, c'est pas encore le cas. Alors, on a une magnifique des armes. Donc là, on te voit justement à la. Comment on appelle ça à l'arbitrage. À l'arbitrage, exactement. Ok. D'ailleurs, pour présenter un petit peu donc cette compétition aux gens qui n'ont pas trop suivi, c'est une histoire qui est assez intéressante et qui nous donne à nous une opportunité assez incroyable. Ils organisent en fait chaque année ce qu'ils appellent les World Martial Art Games, donc une espèce de pseudo Jeux Olympiques des arts martiaux où il y a en fait sur le même week-end, donc c'est sur 2-3 jours, des compétitions de boxe anglaise, de kickboxing, il y a de JJB, il y a vraiment beaucoup d'arts martiaux qui sont présents là, donc que des arts martiaux justement non olympiques. Et jusqu'à présent, il y avait une compétition de Shambara qui était organisée là-bas. Donc nous, on s'y est rendu avec quelques élèves là-bas. Ça s'est d'ailleurs très bien passé parce qu'on a tous fini premier de nos catégories respectives. D'ailleurs, en finale d'ailleurs de ma catégorie, j'ai affronté un autre professeur de chez moi. Donc c'était très sympathique. On a beaucoup rigolé le fait de se retrouver ensemble. Et ce qui s'est passé en fait, comme ils avaient un petit peu, on va dire, de problème au niveau de l'organisation de cette partie stick fighting, ils nous ont demandé cash si on voulait organiser l'événement. Donc, du coup, on s'est dit, OK, pas de problème. Par contre, moi, j'avais déjà cette idée-là clairement dans ma tête, même en venant en tant que participant. On s'est dit, on oublie les règles du Shambara. C'est-à-dire qu'on fait des règles. Alors, c'est-à-dire, là c'était quoi exactement comme règle que vous aviez le Shambara, en fait, tel qu'il était pratiqué là, parce que pareil, en fonction des règlements, je sais qu'il y a quelques profs aussi de Shambara qui sont en train de nous regarder, donc ils pourront me corriger aussi. Mais il y a beaucoup de compétitions dans lesquelles… Nicolas, c'est pour toi. C'est ça. Il y a beaucoup de compétitions, en fait, on va arrêter à la touche. C'est-à-dire que les combattants se préparent, il y en a un qui touche, l'arbitre arrête, sépare, attribue le point, on recommence. Donc, ça va un peu casser la dynamique du combat. Et le deuxième problème aussi qu'il y a beaucoup, c'est que, mais c'est d'ailleurs c'est le problème de beaucoup d'escrimes, c'est que tel que c'était arbitré là, c'était le premier qui touchait qui avait le point. Ouais. Et ça, c'est très dérangeant parce que ça veut dire que les gens font un peu des attaques suicides en se disant je m'en fous d'être touché après, tant que j'arrive à le toucher d'abord, ils arrivent la tête en avant, ils se prennent un énorme coup de stick dedans, mais comme c'était eux les premiers à toucher, ils ont le point. Bref, ça dénaturait totalement ce que devrait ressembler un petit peu de ce à quoi pouvait ressembler. Donc du coup, ce qui se passe, c'est qu'on a remis un petit peu, tel que d'ailleurs je l'avais vu aussi en Shambara, c'est pour ça que je pense que les compétitions, ils organisent un petit peu différemment aussi en fonction des pays. Ouais, alors Philippe Nicolas, il nous dit à la touche, pas à la coupe. Pardon, excuse-moi. la nuance est importante, effectivement. Professeur. Donc du coup, en fait, ce qu'on a voulu faire, c'est de se dire déjà, tant qu'il n'y a pas besoin, c'est-à-dire tant que le combat se déroule, l'arbitre n'intervient pas.
on laisse dérouler. Si vraiment ça devient brouillon, qu'ils arrivent à 50 cm l'un de l'autre et qu'ils commencent à se taper dessus, on intervient, on les sépare et on reprend. Si ils frappent, ils se rééloignent, ils se remettent à une bonne distance, pas besoin d'intervenir. Et ce qui est important, c'est de se dire, au niveau de la frappe, du moment où un a touché et que dans la même action, l'autre se fait toucher aussi, dans ces cas-là, il n'y a pas de point. Il faut vraiment que la frappe, elle soit « j'ai touché l'autre sans me faire toucher ». Un truc qui soit incontestable. Tous les gens qui regardent disent « boum », ils entendent le bruit, ils font « ah ouais, là, il a pris dans la gueule ». Et du coup, on a des arbitres sur le côté avec des drapeaux qui lèvent les petits drapeaux. Et puis voilà. Donc, on a récupéré, en gros, ça s'est un peu passé comme ça historiquement, on leur a proposé un arbitrage qui nous permettait à la fois de faire venir justement des bons pratiquants de Shambara, justement, je vois le commentaire, effectivement, j'aimais pas non plus cette façon d'arbitrer. Donc, des bons pratiquants de Shambara, des gens aussi du Yosekan, des gens du Kali, bref, des gens qui ont un petit peu l'habitude d'utiliser des armes, quelles qu'ils soient, et on a fait on a organisé ce combat-là. Donc, on le voit d'ailleurs sur les vidéos, on voit des gens qui ont des tenues blanches complètes, on voit des gens qui ont des tenues d'Ios, il y a des pratiquants de Kali. L'idée, c'était de pouvoir vraiment rassembler tout le monde. On a fait, pour simplifier, comme on était à l'organisation, c'est un peu notre première édition, juste deux catégories, un du bâton simple et un du bâton long. Donc, c'est-à-dire, en gros, le sabre. Donc là, ce que tu nous dis, c'est à partir du moment, en fait, où tu as repris l'organisation. Donc là, ça, c'est les nouvelles règles que tu as faites. C'est ça. En gros, il faut qu'une frappe, elle soit incontestable. Il faut que toucher sans être touché. Si ça fait bloum bloum, c'est pas très net. Tu as fait une très belle frappe, mais tu t'es fait contrer dans le même temps par l'autre gars, le point compte pas. Il faut vraiment qu'un spectateur qui regarde trouve incontestable ce qu'il voit, quoi. Comme ça, au moins, d'un point de vue aussi du public, quand les gens voient, c'est un peu plus propre. Et du coup, ça oblige aussi les gens à faire ce qu'on fait naturellement. Quand vous parliez du combat la dernière fois, vous parliez de la partie full contact. N'importe qui a fait un petit peu de sparring au rotin, il va plus avoir une garde sportive bien en avant, etc. Il va être beaucoup plus, il va pas laisser traîner ses mains, il va rien laisser traîner, il va être beaucoup plus proche. Et quand il va rentrer pour de vrai, quoi. Surtout s'ils ont droit après éventuellement d'aller au sol. La protection est vraiment très très différente. Et là, le fait de se dire, si je me fais toucher sur mon retour, en gros j'ai attaqué, mais sur mon retour, je me fais toucher aussi. Du coup, j'ai pas de points, ça oblige aussi les gens, tu vois, à être plus sur la défensive, à faire plus attention, à chercher plus. Là, je sais que tu as un décalage, mais Philippe Nicolai nous dit qu'il comprend pas, alors lui, peut-être d'autres, ce qu'il voit dans la vidéo, en fait, justement. Donc, comment on pourrait le décrire? Donc ça, c'est un des championnats, c'est pas que tes élèves, c'est-à-dire que là, il y a d'autres participants. C'est des gens d'un peu partout. C'est des gens d'un peu partout. La plupart de ceux qui ont des vestes bleues, c'est-à-dire qui viennent du US, c'est des gens que je connais. D'autres non. Il y en a certains qui viennent de différents milieux. En gros, l'idée de ce truc-là, c'était au bâton, donc au bâton simple ou bâton long. On l'avait fait aussi avec l'arme longue. En gros, c'est réussir à toucher l'autre sans se faire toucher. D'accord. Donc, c'est aussi bête que ça. Donc, ça veut dire, tu vois, on laisse dérouler. On voit des fois, je montre avec les mains un petit peu les points que moi je vois. Si les arbitres de coin lèvent les drapeaux de la même manière, dans ces cas-là, on attribue les points. Bon, là, il n'y a pas le son, mais on entend dire les points. Et l'idée, c'est de réussir à toucher. Alors, c'est totalement libre. On peut aller toucher jusqu'au doigt de pied. Il n'y a pas de zone, il n'y a pas de limitation. On a le droit de toucher partout où on veut. Ça me paraît bien. Les doigts de pied, c'est bien. Non, mais je dis ça parce que par exemple, tu as beaucoup de compétitions du fait qu'en WECAF, au niveau des armures, l'armure n'aille que jusqu'au genou, les coups au-dessous des genoux sont interdits. Ce qui est logique, tu n'as aucune protection, tu pourrais te faire démonter. Bon, après, il y aurait la solution aussi de mettre des protections, mais bref. Les coups au-dessous des genoux sont interdits du fait que c'est en rotin, il n'y a pas de protection. Donc, du coup, beaucoup de disciplines en mousse ont repris un peu ces règlements-là pour s'adapter en interdisant les frappes au-dessous des genoux aussi. Donc, on s'est dit, il n'y a aucune raison, c'est de la mousse, il n'y a pas de risque de blessure. Donc, on s'est dit, non, n'importe quelle partie du corps peut être touchée. La seule différence qu'on avait fait au comptage des points, c'est qu'on avait fait c'est un peu différent dans les règles, on avait fait pour simplifier. En gros, n'importe quelle partie du corps, 1 point, touché à la tête, 2 points. D'accord. Comme ça, ça permettait aussi, tu vois, d'avoir un truc un peu plus, où les gens recherchent un peu plus techniquement à aller à la tête. Une question aussi, est-ce que du coup là on est en train là c'est le stick fighting, a priori je vois beaucoup de gens
du IOS qui participent. Est-ce que tu as des escrimadors, simplement, parce que dans la région, on en parlait en privé en préparant l'émission, vous êtes une région où il y a beaucoup d'escrimes philippines quand même. Ouais, rien que parlons sur la ville de Genève, par exemple, où je suis, on a les gens du Pekiti avec Yutaka, on a les gens de chez Sami D'accord, avec les donc frères Bossard, en on a, Autriche. ouais, on a aussi, on a évidemment la MIG avec Corna, on a c'est une d'ailleurs très très bonne et très grande école de Cali ici. Enfin bref, il y a beaucoup de groupes de Cali, il y a les gens de chez Black Fox aussi. Enfin, il y a vraiment pas mal de gens qui font du Cali ici. Ouais, sur Et Lyon aussi, c'est pas très loin. Vous avez quand même pas mal c'est de ça. clubs. Ah ouais, c'est clair. Donc j'étais un peu, très honnêtement, je dirais les choses cash, j'étais un peu déçu cette édition-là. Au final, c'est plutôt des disciplines type justement les gens du IOS qui ont quasiment tous répondu présent et qui sont venus. On en a eu, mais on n'a pas eu autant de gens du Cali que j'aurais espéré. Je m'étais dit, oh, ça va être génial, on va pouvoir combattre des gens de différentes écoles, Ouais. ça va être vraiment cool, etc. Au final, on n'en a eu pas tant que ça. Bon, après, c'était la première édition qu'on faisait, donc tu vois, au niveau de la publicité aussi, on a fait un petit peu ce qu'on a pu. Donc j'espère que pour les prochaines éditions, on aura de plus en plus d'escrimadors de différents styles. Surtout que, comme tu as vu sur les vidéos, du fait qu'on frappe avec des armes, bon, c'est des armes mousse, mais des armes assez dures. C'est les armes de chez Century, en fait, quand on utilise les action effects, elles sont quand même assez rigides. Ça permet comme de se lâcher, il n'y a pas vraiment de risque de blessure, mais quand tu prends un coup, tu le sens quand même relativement bien passé. Donc je m'attendais à avoir pas mal de gens des différentes écoles. Et au final, il y en a assez peu qui ont répondu. Après, bon, pour leur défense, ça tombait aussi pendant je sais plus, c'était week-end, je sais plus, c'était Ascension, Pentecôte, enfin, ça tombait sur un week-end où il y avait des vacances. Ouais. Peut-être certains voulaient. Bon, après, c'est vrai aussi que le côté Genève, pour les Parisiens en tout cas, pour ce qui me concerne, et les gens, on s'était posé la question avec mon ami Pablo Trojanovski, justement, à partir. Mais bon, c'est un petit billet pour aller se prendre des coups sur la gueule. C'est ça. Mais en tout cas, bon, la prochaine, j'espère y être. Alors, quid de la prochaine, justement? Alors, voilà, ça c'est une très bonne question avec le Corona, notre ami. Voilà, le Corona, il nous aide pas à organiser nos événements qu'on aime tant. Donc, qu'est-ce que vous faites? Annuler, C'est ça. reporter? Alors, cette année, pour l'instant, c'est annoncé reporté. Très honnêtement, je te donne mon ressenti personnel. Si on repousse ça à la fin de cette année, alors qu'en début de l'année prochaine, on pourra en refaire une autre édition, à mon avis, ça serait plus intelligent de carrément annuler et de la refaire en début d'année prochaine. Ouais. Après, on attend de voir, tu vois, on n'est pas sûr encore au niveau de ces trucs-là, de comment ça pourrait rendre. Mais voilà, il y a des choses. On a fait un site d'ailleurs qui s'appelle Stick-Fighting. D'accord, on donnera les références. Voilà, enfin. Et il y a en fait dedans, dès qu'on aura une date, on en mettra une, sachant qu'à terme, si cette formule fonctionne bien, moi, ce que j'aimerais beaucoup faire à terme, c'est après soit de pouvoir privilégier éventuellement d'autres armes, par exemple faire du double bâton, même si le double bâton, compter les touches, c'est extrêmement dur l'œil, parce que ça va vraiment très vite, et il y a beaucoup de touches qui sont des blocages, bref, c'est vraiment pas facile à arbitrer le double bâton, mais ça, ce sera un bon truc, voire même, ce que je rêverais à terme de pouvoir faire, c'est aussi d'organiser des compétitions de stick fighting en full contact. Ah ouais, donc, carrément. Ce que vous parliez la dernière fois quand vous parlez du sparring, je trouve intéressant qu'il y ait les trois formes de pratique pour les gens. C'est-à-dire ce combat-là tel qu'on le montre, qui est quand même très sécurisé, où il y a peu de risques de s'amuser. D'ailleurs, je t'avais envoyé aussi quelques vidéos avec les enfants. Les enfants, ils se sont éclatés, mais alors comme il fallait, parce que voilà, il n'y a aucun risque pour eux, c'est de la mousse, donc il n'y a pas de problème. Ça, c'est très bien d'en faire pour déjà gérer ton appréhension un petit peu de l'arme, gérer la distance, gérer le timing, c'est une bonne chose. Mais au bout d'un moment, ça fausse aussi un petit peu les choses parce qu'il n'y a pas vraiment le danger du bâton. Donc après, ça peut être bien de faire un espèce de semi-contact comme on fait quand on fait avec du rotin, mais avec les armures, parce que là, on est assez protégé. Ouais. Avec l'autre défaut, c'est que comme on a les armures, qu'on sent pas grand-chose, l'idée, c'est d'être une machine et de faire le rouleau compresseur sur l'autre. Ça, c'est la version WCAF un petit peu. C'est ça, WCAF, PCAF, même les GSBA, toutes ces choses-là en full contact. Tu es tellement bien protégé, en fait. Alors, tu ressors quand même, tu as des bleus, tu as des marques. Quand on y allait là, au dernier championnat du monde, on est quand même revenu, on avait des beaux hématomes. Mais tu as participé? Oui, moi j'y étais j'étais avec l'équipe de France. D'accord, très bien, très bien. Alors, excuse-moi, ton palmarès, vas-y.
Eh ben, je suis champion du monde. Pouah, mais il fallait commencer par ça. On aurait eu 100 C'est- personnes de plus. Ouais, mais c'était pas. Bon, après, je suis pas forcément non plus trop fier de ça, dans le sens où, Oh bah vas-y, enfin, je t'en prie. ça reste un jeu où on va dire en tout cas un truc très ponctuel. C'est-à-dire, là, tu fais un combat contre quelqu'un, bon, Ouais. bah, ce combat, tu vas être meilleur que lui. Le même gars, le lendemain, bah, c'est lui qui va avoir le dessus sur toi, ou tu vas trouver un autre. En fait, au final, le résultat, alors c'est très bien, tu es super content, machin, ton équipe est content, tout ça. Mais ce qui est important surtout, c'est de se dire, putain, qu'est-ce que j'ai appris au final? Tu vois, on parlait tout à l'heure pour l'enseignement des enfants. Ouais. Quand je faisais du judo, je faisais beaucoup de compétitions quand on était môme. Et à chaque fin de cours, notre prof nous asseyait en cercle et il prenait les uns après les autres. Il disait, bon, toi, t'as appris quoi? Ah bah moi, j'ai vu que ça, putain, j'ai du mal. 2 fois avant, je me suis fait contrer sur un moroté, putain, galère. Toi, qu'est-ce que t'as appris? Ah bah j'ai essayé mes techniques à gauche, j'ai vu que ça fonctionnait bien, etc. Et on faisait un tour comme ça. Et des fois, tu tombais sur le petit doué de la bande. En gros, que le mec avait gagné tous ses combats, il lui disait, toi, t'as appris quoi? Je suis le meilleur. Et il dit, bah ça sert à rien d'être venu alors. Ouais. T'es venu, mais l'idée, c'est que tu reviennes avec quelque chose, quoi. Le combat, ça doit être ça. On n'est pas là pour sauver nos vies, on est là pour devenir meilleur. Donc, si tu reviens et que tu n'as rien appris, au final, c'est pas grand chose. Donc, au final, les titres, tout ça, on s'en fout. Ce qui a été intéressant, ça a été de faire, en fait, on avait fait les championnats de France, donc avant, Ouais. où j'avais d'ailleurs perdu en finale. Et après, du coup, bah, ils nous avaient pris en gros un peu tous les gens qui étaient un petit peu sur les podiums pour proposer d'aller avec l'équipe de France à Lisbonne, où on allait, c'était super intéressant. Et là, pour le coup, voilà, j'ai même plus appris des combats que j'ai perdus que de ceux que j'ai gagnés. C'est-à-dire qu'il y a eu des mecs qui ont été. Enfin bref, tout ça pour revenir sur cette idée de rouleau compresseur. À un moment donné, quand tu as trop d'armure sur toi, ça fausse aussi un petit peu les choses parce que Ouais, voilà, tout t'as à pas la fait. sensation. Et donc, quand tu arrives au niveau, on va dire, au dernier niveau, tu commences à faire du full contact avec un minimum de protection, bah, là, ton stick, il change, quoi. Tu combats plus du tout de la même manière, tu fais beaucoup plus attention, tu commences à voir la dangerosité du truc en face. Et je pense, au même titre qu'en boxe, si tu fais que du semi-contact, enfin, que même du light contact toute ta vie, à un moment, il manque un truc. Tu fais de la boxe, bah, vas-y, va à un moment faire un match en full contact. Même si t'en fais qu'un. Même si tu en fais un petit peu, puis après t'arrêtes, bah là, je pense que c'est important à un moment aussi dans nos sparring de se dire, eh ben, j'aimerais bien voir ce que ça fait de prendre vraiment un gros coup de stick en pleine cuisse, plein pot, Ah, donné ouais. par un mec, Bah pour tu vois, ça, on était dans un groupe. on vient te voir alors. S'il y en a qui se posent la question, ils viennent te voir directement. Non, bah alors, C'est marrant parce on avait fait cette émission sur Sparring et là, tu l'évoques au travers de cet événement que tu organises tous les ans à Genève et il y a encore des nouvelles questions et des nouvelles envies. Tu vois, il y a Michel Rosier qu'on salue. Qui était avec nous, avec Pablo, sur le thème de la self-défense ou arts martiaux en ce qui concerne les arts martiaux philippins. Et il nous rappelle que voilà, il organisait ce type d'événement il y a 22 ans, mais pour lui, il semble que les clubs d'Île-de-France soient passés à d'autres choses. Moi, il y a Pablo aussi, Trojanovski, qui pose une question, on peut te la poser même si on n'est plus vraiment dans ce cadre-là, c'est comment on développe cette compétition sans arriver version Dog Brother, c'est-à-dire bon, bah, plein pot avec un minimum de protection. Enfin, ils en ont, mais avec un pour le full minimum. contact, Qu'est-ce tu que veux tu dire? penses? Oui, pour voilà, full contact, on va dire. Qu'est-ce que tu penses de ça? Réponse courte, hein, parce qu'on a encore Bah, un thème à aborder la, avec la, toi. la réponse courte, elle est simple, hein, c'est qu'il faut toujours s'inspirer des meilleurs. Et les Dev Brothers ont montré qu'au niveau full contact, leur système, bah, il fonctionne. Moi, j'avais fait un petit peu de full avec très peu de protection avec notre très cher ami Thomas Roussel. Je suis revenu, on avait fait donc à Donc, Lyon qui est du sur full Lyon et contact. qui est C'est ça, directeur technique hein, national, me semble-t-il. c'est Hein. ça. Et donc avec lui, j'avais fait un petit peu de full contact comme ça. Ben, je suis rentré, j'ai boité pendant un mois. Donc, j'ai eu des marbrures partout sur le corps, j'ai eu des bleus dans tous les sens. Les dogs, c'est clair, ils font un truc qui fonctionne, quoi. Au niveau full contact, à un moment donné. Alors après, tu peux aussi essayer de dire un niveau un tout petit peu au-dessous, de dire par exemple, on met un peu plus de règles, c'est-à-dire par exemple, on interdit les projections, les clés, les choses comme ça, on reste sur de la frappe, même Mhm. si ça, après pareil, ça va fausser un petit peu au niveau des distances. Tu peux dire pas d'armes dissimulées, parce que les dogs, ils adorent justement les règlements très libres où tu peux avoir des armes cachées sur toi pour les sortir en cours de combat, des choses comme ça. Donc ça peut rester du genre stick, simple, avec frappe portée. D'ailleurs, j'en profite Oui, pour dire que vers Zurich, tu as Benjamin Rettiner
Ouais. qui est un Doc Brother, connu et reconnu. Et est-ce qu'il vient justement, il a fait justement partie un petit peu de votre événement, Stick Fighting? Alors malheureusement non. La dernière fois que je l'ai croisé, c'était au stage de Baro Sugbo qui avait eu organisé à Genève, où là on l'avait vu, D'accord. on avait eu l'occasion de discuter un petit peu avec lui. Ah, par les frères Talaya, C'est ça, que quand ils l'on étaient venus. salue, hola, señores. Et c'était c'était un super événement. Et donc là, il était venu. Là, non. En fait, c'est un peu le problème, tu vois, c'est que quand tu fais une compétition comme ça, qui est une compétition clairement de light contact, hein, totalement assumée, Mhm. les gens qui sont vraiment habitués à travailler sous une forme de full contact, ça va pas trop les intéresser. Parce que justement, la stratégie de combat va être un petit peu différente. On avait notamment un Anglais, dont j'ai oublié le nom, qui avait l'habitude de faire aussi un peu en full contact. Dans cette compétition-là, il était un peu perdu parce qu'il rentrait fort, hein, il rentrait bien, mais Ouais, il oubliait toujours de reculer. Donc du coup, ben, les gens, à chaque fois, ça allait blablam, 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 et il y avait à chaque fois aucun point. Et ouais. jusqu'au moment où un peu plus rapide que lui, il va le frapper, il va sortir avant de s'en prendre un. On en Et là, ça parlait va avec passer. Jérôme Barbeau, qui était représentant de l'Arnès Diablo en Belgique, et un ami avec qui on a beaucoup de discussions justement là-dessus. Et on avait invité justement à un stage enfin un événement de Stéphane. Et lui est très habitué maintenant au full contact. Et il m'avait dit, non mais je vais pas venir pour de la mousse. C'est ça. Ça m'avait Non, c'est marqué. ça. On te salue. Et c'est ça, et il faut absolument, tu vois, c'est aucune critique, au contraire, c'est des stratégies différentes, comme en boxe. Hein. Oui, Boxe tout à française, par fait. exemple, tu regardes des assauts en boxe française et tu regardes des combats, alors que ce soit d'ailleurs soit en boxe française, soit même carrément des combats de full ou de kick en K1, etc. La stratégie est tellement différente sur le ring que quand tu es rentré toi dans une pratique que tu aimes, ben voilà, l'autre façon de faire, elle te convient plus, et du coup, tu n'as plus envie d'en faire. Donc c'est pour ça que je disais, ce serait vraiment bien de réussir à trouver un moyen. Et clairement, comme je disais, hein, faut pas aller chercher midi à 14h. Les dogs ont montré qu'ils sont vraiment compétents dans ce domaine. Faut pas aller chercher plus loin qu'aller se rapprocher d'eux. Mais j'aimerais bien, à terme, si on peut intégrer dans cette compétition de World Martial Arts Games une partie full contact, Ouais. ça serait le summum. Mais bon, on n'y est pas encore. Donc, Ouais, voilà. ça Pour se l'instant, travaille et ça c'est reste vrai du light. que on l'avait évoqué dans notre émission justement sur le stick fighting. On avait évoqué voilà, toutes ces modules, en fait, les différents modules. Et je pense que ça se travaille. On amène les gens à ça, à cette idée-là, parce que c'est pas non plus quelque chose où on apparaît tout de suite à faire du full contact, voire même du sparring, du light sparring, comme tu peux dire. Ben, merci beaucoup en tout cas. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Tu as pas d'idée du tout sur l'avenir là, de ce qui va se passer? Pour cette compétition-là, Oui, malheureusement non. On attend de voir un peu comment le Corona va évoluer. Et puis, ben, le on est Corona, il dépendant. évolue bien, hein. C'est ça. On est en fait tributaire un peu de l'organisation des World Martial Arts Games, parce qu'on pourrait très bien se dire, bah, on peut faire une compétition indépendamment des World Martial Arts Games. Moi, j'aimerais bien, d'ailleurs, j'ai commencé à prendre contact avec ma région. Donc, comme je disais, je suis côté français, pas le 9-6, mais je suis en France, donc en région Rhône-Alpes, dans le 74. Moi, Mhm. j'aimerais bien essayer aussi d'organiser ce genre de compétition, tu vois, d'un point de vue local. Voir, j'ai commencé à me rapprocher aux gens de la fédération. Bah, si ça bouge pas avec la fédération, on le fera sur des initiatives personnelles, on va dire. Mais j'aimerais bien qu'on puisse, tu vois, se faire des rencontres comme ça, faire ce genre de compétition avec les gamins. En plus, on parlait des enfants tout à l'heure qui ont besoin de se dépenser. C'est les gamins à cette compétition, limite, qui se sont le plus éclatés. On a vu des choses techniques vraiment chouettes, quoi. Ah ouais, on a pu voir là des vidéos justement pendant qu'on parlait. Euh, bon, en tout cas, on souhaite le meilleur à cette compétition. On va essayer justement d'y participer et puis on fera la promotion le maximum sur FMI Live, mais on fera aussi la promotion sur FM Art. FM Art, c'est quoi aujourd'hui? C'est ton site internet, enfin ton site, alors tu l'as fait avec d'autres personnes, tu vas nous en parler, mais c'est une plateforme bon, bah, C'est ça. qui est là, qui est pour la promotion des arts martiaux philippins, justement.
C'est ça. Alors l'idée d'FMart, c'est que justement, ça soit pas mon site et que ça soit vraiment pas attitré. D'ailleurs, je crois que c'est dit dessus, il y a un disclaimer pour dire en gros, ce site, c'est le site de personne, c'est le site des gens qui veulent s'en servir. C'est parti d'un truc tout bête. Parmi différentes choses que je fais pas mal de développement de sites internet et il manquait, je trouvais enfin ça fait des années qu'on en parlait, mais on va dire il y a 3-4 ans en arrière de ça, on est revenu à parler un petit peu arts martiaux. On s'est dit, il manque vraiment un portail pour référencer tous les stages et tous les profs d'arts martiaux. Si on prend par exemple, si tu vas justement dans les événements, l'idée, c'est venu en fait sur un week-end un peu sur un côté ras-le-bol. J'ai appris qu'il y avait eu un stage juste à côté de chez moi et comme j'étais pas au courant, je n'ai pas pu y aller. Et je me suis dit, il manque vraiment un endroit où on pourrait avoir référencé tous les tous les stages, toutes les choses qui ont lieu, etc. Et que surtout tu puisses le voir sur une carte. Donc à la base, c'était vraiment ça, c'était de pouvoir avoir un endroit où tu vois les différents événements, etc. Rapidement, ça a été rejoint avec, ce serait bien aussi de voir là, un peu la liste des dojos, enfin des clubs, parce que le problème, c'est que des fois, j'ai envie de m'entraîner, mais je sais pas quels sont les clubs qui sont à côté de chez moi, etc. Donc on a rajouté une carte aussi avec tous les clubs de Cali que j'ai trouvé, sachant que c'est un site participatif, c'est-à-dire des gens peuvent venir inscrire leur propre club s'il n'est pas encore dessus, inscrire leur propre stage, et il y a juste un reviewer, en gros, un admin qui peut valider pour être sûr que les gens ne posent pas non plus n'importe quoi, mais quelqu'un qui essaye rapidement de valider un petit peu tout ce qui est mis. On a commencé à faire ça. Et puis rapidement, le truc a commencé à prendre de l'ampleur dans le sens où, comme on parlait des clubs, il fallait qu'on parle des styles. Du coup, quand on parlait des styles, il fallait faire un petit historique sur les sites. Puis du coup, pareil pour les profs, etc. Et il y a Stéphane Scando, du coup, qui nous a rejoint un petit peu sur ce style-là. Stéphane Scando, qui a publié, qui a fait un gros travail, tout le monde le connaît, je pense, sur les arts martiaux philippins. Comment il vous a aidé? En fait, tout simplement, c'est qu'il a repris la rédaction de toute la partie, de tout le wouzou un petit peu qui parle justement des styles et des profs. En fait, je lui ai donné les clés en lui disant, voilà, super, maintenant tu vas pouvoir toi saisir les historiques. Et il a commencé comme ça à refaire les histos des profs, des styles, des choses comme ça. Donc l'idée, tu vois, ce style-là, c'était vraiment de faire un portail collaboratif pour que voilà, justement, comme je dis, que ce soit pas mon site, qu'on mette un outil à disposition des pratiquants de Cali pour que dès qu'ils aient un stage, ils puissent le poster dessus. Dès qu'ils aient quelque chose à mettre dessus, ils puissent, tu vois, remplir au fur et à mesure. D'accord. Donc là, par exemple, tiens, on a un bon exemple. Regarde sur la Wapan, par exemple, je vois le petit logo juste au-dessus, le petit logo du chien qu'on a vu passer tout à l'heure. Alors attends, excuse-moi, parce que comme c'est avec un décalage, moi je suis déjà sur autre chose. Donc on parle des styles. Ouais, dans les styles, tu voyais. On va aller. Pour te donner un exemple, parce que là, en fait, si tu regardes la Wapan, vu que c'est le style de Thomas, tu peux voir, en fait, après, tu as un petit historique du style, mais surtout plus bas, tu vas voir tu vas pouvoir voir les dojos qui se trouvent en France qui enseignent ce style-là, etc. Donc, ça va vraiment te permettre, si tu cherches, par exemple, une école de peu importe quel art martial, d'un style, là, par exemple, d'Awapan en France, ça va te permettre de voir où sont les différents dojos les différents clubs, de ce style-là. Bon, c'est juste génial, quoi. Merci. C'est juste génial. Encore une fois, tu vois, l'idée, c'est de dire, c'est pas mon site. Je l'ai fait parce que j'en avais et l'opportunité au niveau temps et les capacités techniques de le faire, mais je me considère absolument pas propriétaire de ça. C'est les informations des gens. Il faut que si les gens viennent pas dessus pour remplir des choses, c'est-à-dire aussi bien des photos, des vidéos, des choses comme ça. S'ils ne renseignent pas ces informations-là, le site, il ne sert à rien. C'est une coquille vide. Moi, j'ai juste fourni la coquille. Maintenant, je dois remplir. Écoute, en tout cas, c'est d'après les commentaires, en fait, c'est que c'est un portail qui manque à beaucoup d'autres disciplines. Donc, c'est pas faux. Ça, c'est super. Comment est-ce qu'il a développé? Alors, moi j'aurais une question aussi par rapport, en fait, tu vois, tu parles de promotion et tout ça, mais bon, moi je pourrais très bien me dire, mais en quoi est-ce que c'est intéressant aujourd'hui ça? Et là, je me fais l'avocat du diable, ne le prends pas mal, mais on a un beau portail Facebook avec tous les événements qui sont proposés, voire les vidéos de certains profs qui les mettent et des choses comme ça. Ok, ça va répondre. La réponse, ça va être aussi simple que la question. Là, montre-moi sur la page Facebook.
montre-moi par exemple sur la page Facebook où je peux voir tous les stages qui auront lieu. Alors évidemment, là, on est un peu, c'est pas la bonne période pour poser la question, mais qui auront lieu le mois prochain dans un périmètre d'à peu près 200 km autour de chez moi. Ça, c'est très très juste, me semble-t-il. Donc, c'est Sachant vraiment qu'en là. plus, sachant qu'en plus, si la personne, par exemple, a publié sa page, a publié son stage Facebook, il y a déjà genre 3 mois de ça en arrière parce qu'il avait l'information vraiment tôt, et que d'un coup, moi, 3 mois plus tard, je reviens, sa pub, elle a disparu complètement dans le fil Facebook, ce qui oblige d'ailleurs les gens, on le voit beaucoup sur la page, d'ailleurs j'aime beaucoup cette page, hein, beaucoup d'informations du site ont été prises dessus, mais que ça oblige les profs, quand ils ont un stage, régulièrement à reposter de nouveau leur affiche de stage pour pas que les gens oublient. De nouveau, ils sont obligés de reposter des informations dessus. Donc, à chaque fois, en fait, tu perds un peu la trame parce que tu as genre 10 fois le même stage qui a été publié. Il y a 3 mois quand le mec il était au courant, il y a un mois, il y a 2 semaines, il y a 2 jours, etc. On retrouve plusieurs fois les mêmes informations. Et surtout, au niveau de l'organisation, pour savoir ceux qui sont pas très très loin de chez toi, c'est un peu compliqué. Là, par exemple, si je sais qu'il y a un stage sur Paris, Paris, pour moi, c'est 3 heures de train. Enfin, même pas, limite. Donc, je peux facilement m'y rendre. Sur Lyon, j'en parle même pas, c'est juste à côté. Donc, ça permet comme ça, chaque prof fait sa propre promo en publiant, il peut même faire des vidéos, des photos de son club, etc. Et après, les gens, ils peuvent aller dessus. Et d'ailleurs, je pourrais te mettre un petit défi, entre guillemets. Tu essaieras à l'occasion, sur Google, tu trouves un club que tu connais, dont tu connais le nom, par exemple le tien, et tu le cherches sur Google. Tu cherches le nom du club ou tu cherches simplement Cali, espace, le nom de ta ville. Il y a des chances que le site FM Arts, il arrive parmi les bonnes recherches de Google. Ça, parce que justement, tous les clubs vont être référencés. Si tu cliques sur un club et sur le nom, tu vas voir, tiens, clique sur un, peu importe lequel. Là, c'est ce que je suis en train de faire, là, et c'est assez génial. Et tu as toutes les informations. Si la personne a rempli les horaires, il voit les horaires. Si la personne, en fonction de ce qu'elle a rempli, il y a tous ces trucs-là. Physical Center, Lacoste Innocento Cali, mais qu'est-ce que je trouve ici? Ici, me semble-t-il, je ne veux pas dire de bêtises, mais voilà. Et là, on retrouve Christophe Allouin, Amine Benoît. Et ben ça, c'est formidable. C'est des gens qu'on connaît et qu'on salue. Alors, c'est vraiment génial. Comment est-ce qu'il va évoluer ce site? Est-ce que toi, tu as besoin justement de coups de main ou pas du tout? Ouais, alors complètement. En fait, comme je disais tout à l'heure, le contenu du site. Là, je vois qu'il y a un petit bug d'affichage d'ailleurs sur le replay. Il y a une image qui dépasse un petit peu. C'était justement dans le secteur dont tu n'as pas été, mais c'est pas grave. En gros, oui, le site actuellement, il y a une partie, on va dire, il y a une colonne vertébrale un peu, c'est-à-dire les historiques des styles, les historiques des profs, etc. Où je sais que Stéphane, il fait un boulot de malade, on va dire, au niveau des recherches, etc. Où ça tourne bien. Par contre, pour remplir les stages, pour remplir les événements, pour mettre éventuellement même des photos dans les clubs pour illustrer un petit peu les cours, toutes ces choses-là ne peuvent se faire que par les gens. Donc, soit c'est moi qui va sur la page Facebook dont tu parlais, FMA, et dès que je vois un nouveau stage, hop, je vais le rajouter sur la page pour qu'il apparaisse aussi dessus. C'est-à-dire, c'était le cas si tu vas sur les événements et que tu choisis les anciens événements dans le site, tu verras que, parce que là, les futurs, il n'y en a plus, mais si tu vas dans les anciens événements, tu vois un peu partout où il y a eu des stages, mais ça peut se remplir qu'avec l'aide des gens. D'accord. Donc là, on fait un appel. Là, on fait un appel directement aux escrimadors responsables d'événements et de venir directement remplir déjà leur fiche technique par rapport à leur école, si ça n'a pas été fait, tout ça. Peut-être il y a des changements de prof, d'horaire, tout simplement. Des horaires, tout à fait. Voilà. Et puis aussi de venir remplir aussi les événements. Pour ma part, moi je préfère largement ce site-là à la timeline de Facebook où les choses viennent s'empiler et on a l'impression de consommer un petit peu les choses. C'est clair. D'ailleurs, si quelqu'un même veut m'aider pour être rédacteur sur le site, c'est-à-dire par exemple pour faire un peu ce que je fais, c'est-à-dire traîner sur les différentes pages Facebook, essayer de repérer les stages et les mettre sur le site, ce que j'ai pas fait d'ailleurs depuis quasiment un mois. Donc il y a des stages qui sont plus dessus. Si quelqu'un veut m'aider un peu à piquer comme ça les informations des gens qui n'ont pas forcément le réflexe de site internet et qui vont que sur Facebook ou sur Insta, et de récupérer ces trucs-là pour le mettre, c'est avec grand plaisir qu'on peut accueillir des gens. Comme je dis, l'idée, moi je veux pas garder la propriété de ce site, c'est l'outil de tous les gens qui veulent faire du FMA. Et j'irai même plus loin, on a gardé exprès FMA
plutôt que AMP, Ouais, en disant parce que FM Arts, on trouvait que le nom de domaine se passait bien, ça c'est clair. c'est bien, Et voilà, non mais il était court, il est facile à retenir, c'est ça, c'est pas trop de problème pour le taper. Donc il y avait déjà ce truc-là, et surtout on s'est dit mais ça, rien n'empêche à l'heure actuelle que l'outil fonctionne à l'international. tout à Il y a une fait. version anglaise, des gens aux États-Unis, par exemple, il y a des clubs aux États-Unis. Si tu regardes dans la liste des clubs, tu vas trouver des clubs là-bas. Tu vas Ouais. trouver des clubs dans tous Là, les pays où j'en ai je trouvé. voyageais aussi en Belgique là tout à l'heure, C'est ça. mais Partout effectivement, dans tout le monde. Et c'est les Raimundo Belges qui s'en tirent davantage. qui nous a envoyé son merveilleux cours de Cibat, voilà, regarde un Exactement. petit peu. On avait aussi, bon, Ça on a peut être pour les pas mal de Allemands, les profs, hein, Italiens, les États-Unis. Tout le monde en fait peut se servir de ce portail-là. Mais tous les escrimadors dans le monde, hein, c'est pas qu'un projet franco-français. eh ben, Mais tous écoute, les escrimadors partout dans le monde peuvent sans autre remplir leur stage, mettre leurs choses. Et effectivement, il faudra une dynamique de base, c'est-à-dire que le site est entre guillemets, avec des gros guillemets, une référence dans le sens où pour l'instant, il n'y a pas vraiment de site comme ça qui existait. Par contre, pour qu'il devienne vraiment une référence dans le sens que les gens aient toujours le bon réflexe d'aller dessus, de se dire tiens, il y a eu quoi comme nouveauté sur FM Arts, etc. Il faut que les gens le complètent. Et si on voit que c'est à jour tout le temps et que tous les stages en France et ailleurs et même dans le monde commencent à être remplis là-dedans, le truc il va devenir une référence. Sachant que là, en plus, pour l'instant, ça reste léger, mais rien n'empêche demain de commencer à mettre des pages avec des articles de fond. Des escrimadeurs qui veulent. D'ailleurs, j'ai vu Michel tout à l'heure passer dans les commentaires quand on parle de la compétition. Michel, je me souviens que je lisais souvent ses articles qu'il écrivait à un moment dans un blog, il y a pas mal d'années de ça en arrière, je ne sais pas s'il l'a encore, où il y avait des choses qui passaient. Il y avait Stéphane aussi qui ressortait des articles. Voilà, tous les articles de fond sur le Kali, on pourrait très bien, chaque prof, publie des articles sur ce site-là, des articles de fond, quel que soit le sujet qu'il veut aborder, même éventuellement des petites initiations comme ça en ligne, en vidéo, comme on a eu tout à l'heure, ça peut vraiment être un portail pour à peu près tout et n'importe quoi. Et surtout, l'idée de base, ce qui était vraiment important, ce qu'il faut retenir, je pense, c'est qu'on a vraiment voulu faire quelque chose de totalement hors cadre, c'est-à-dire c'est que tu sois ou pas dans une fédération, quelle que soit ta fédération, tu es le bienvenu, que tu sois un super grand pratiquant qui en a fait 20 ans, ou même que tu viennes de lancer ton petit club tout juste avec quelques années de quali, il n'y a aucun problème. Bref, les gens peuvent vraiment se l'approprier comme outil pour eux, et voilà, on veut vraiment être apolitique complet, quoi, c'est-à-dire peu importe ton école, peu importe la discipline, on veut que les gens puissent le faire, ouais, voilà. bon, bah écoute, en tout cas, nous, on salue ça. On se retrouve très, très proche, en fait, hein, de ta démarche avec celle du FMA Live. Et très franchement, j'espère que l'appel à la participation sera entendu. Nous, en tout cas, on va réfléchir à des choses justement avec toi entre ces deux plateformes. C'est clair. Mais des choses comme le FMA Live, justement, ce côté un peu web radio. T'as vu en plus FMA Live, FMA, t'as vu? Ouais, oui, c'est ça. C'est pareil. J'ai vu, tu vois, on est fait pour être ensemble. C'est ça. Il y a vraiment des choses. Je pense que tu vois, c'est un truc avec qui je discutais une fois, pardon, de ce sujet avec Stéphane. Je pense que toutes les initiatives comme ça de promotion, à un moment, elles se retrouvent. Et je pense qu'il y a effectivement ce genre de site de portail permet de centraliser tout ça. Tu vois, si à un moment donné, il y a des replays qu'on veut mettre à dispo pendant une semaine, etc., mais les rendre un petit peu plus publics. Tu vois, actuellement, les gens, ils doivent aller dans le groupe et tout ça. Si on veut faire ce genre d'émission, que ça devienne des choses publiques, on pourrait très bien dans FM Arts mettre des liens directement vers les émissions. D'accord. Bah écoute, en tout cas, on te remercie. On te remercie beaucoup. Avec plaisir. Et puis, on va devoir se quitter parce que on a largement dépassé, mais d'une manière folle. C'était formidable. Heureusement, on a eu le temps de tout faire, enfin presque tout. En partie, ouais. Et ça nous plaît beaucoup. Merci beaucoup, Alexandre. Je t'en prie. Merci à Raimundo Sifo avec son super cours de Cibat. On va mettre tous les liens en commentaire. Et puis on dit merci à Stéphane qui nous a quittés tout à l'heure. Voilà, dernière minute, mais c'est comme ça. Et puis nous, on va se retrouver dans, j'espère, pas très longtemps, on va voir. En tout cas, on va amorcer une nouvelle ère de notre vie avec ce déconfinement après-demain. On verra comment ça se passe. Et puis, en attendant, sortez couverts, comme disait l'autre. Et puis, vive l'escrime, quoi. Merci encore d'avoir partagé avec nous tes expériences. Ça marche, et on se retrouve très
Désolé de ne pas avoir pu plus développer la partie comment de la pédagogie, mais on aura l'occasion d'en rediscuter. On va continuer en tout cas cette discussion et puis voilà, moi je vous retrouve avec Stéphane dans un prochain numéro. C'était le 4e aujourd'hui, le prochain ça sera le 5e et toujours plus fort, toujours mieux. Désolé aussi pour ces derniers problèmes techniques, toujours c'était pour ma pomme. Je vous paierai une bière quand je vous verrai et d'ici là je vous dis à très bientôt. Merci à vous.